Ok, on dit pas c'est Zaytoun, c'est ça? Non, mais ça c'est bon, ça sera ouvert. Ça ouvert? Ah, ça tourne déjà? Ouais, ça tourne déjà, mais direct, hein, je veux l'authentique. On va voir s'il y a un changement. Ah, tu vois, il y a un changement. Est-ce qu'on a eu l'antenne authentique ou pas? Oui, bien sûr. Écoute, dis-moi un peu, c'est quoi le background pour les gens qui connaissent pas? Ah ouais, ok, bah... Il t'est pas préparé à ça. Direct dans le truc. Attends, je vais chauffer là. Non, vas-y. On était bien, ok, t'as toussé un petit peu. Non, en gros, bah du coup, je suis le fondateur de Bush, qui est un café de spécialité à Bruxelles, et bah que tu connais bien. Mm-hmm. Et bah, c'est assez simple. En gros, nous, ce qu'on fait, ça se base sur 2 points. C'est vraiment la qualité des produits. Donc, on essaie vraiment de pousser le curseur quand il s'agit de café. Donc, il y a toute une partie de ce qu'on fait, c'est justement aller chercher des cafés un petit peu partout en Europe, des torréfacteurs, et que les gens qui sont intéressés dans le café puissent trouver quelque chose chez nous qu'ils n'ont pas ailleurs. Et aussi ceux qui connaissent rien et qui ressortent peut-être de chez nous avec un petit peu plus de curiosité par rapport au café. Et puis le deuxième truc, c'est le service client, quoi. Au final, ça reste ce qu'on fait, c'est un métier c'est un peu différent de la restauration, mais si ça en fait partie. En anglais, on utilise beaucoup le mot hospitality. C'est un truc qu'on utilise beaucoup nous avec l'équipe aussi pour décrire ce qu'on fait, parce que justement cette notion d'accueillir les gens, de les faire sentir bien et de leur donner une expérience qui est mémorable et qui c'est très humain, c'est très personnel. Mais c'est ça la beauté aussi d'un truc de restauration, tu vois, quand t'as roulant en tête des restos où t'as encore le souvenir parce que tout était juste, la qualité, le service était au poil, c'était smooth. Voilà, nous on a notre mission, c'est le café. Mais la façon dont le faire, c'est justement avoir un service au top et que les gens aient envie de revenir. Donc de toute façon, voilà, nous les cafés, c'est un truc de régulier, tu vois, on a nos rushs le matin, le midi, et les gens, tu les connais par leur prénom, tu les as vus devant, tu commences déjà leur boisson. Voilà, je dirais, c'est ça qu'on... Mais avant de tomber dans le café... Oh wow. Bah oui, tu ne vends pas Bush directement. Mais j'ai pas dit... Ok. Oui, mais tu faisais quelque chose avant. Pour être précis, juste avant, je vendais du matériel médical. Ah ouais? Donc il n'y avait rien à voir. Pendant 1 an, j'ai fait ça en fait. J'avais fait un stage pour une boîte américaine quand j'étais aux études. Et cette boîte américaine s'est dit, oh, toi t'es français, bon la Belgique c'est un peu la France. Oui, donc t'es français, t'habites maintenant à Bruxelles. Avant, t'as toujours vécu à Bruxelles? Non, ça fait 8 ans. Ok. Je suis venu en fait pour ça. Je suis venu pour ce taf-là. Avant ça, j'ai fait mes études à Montréal. Et mes études supérieures. Et avant ça, j'ai grandi en France, dans le sud de la France. Oui, donc rien à voir avec la Belgique. Ouais, non. Ouais. C'est différent. Cette belle vue nuageuse. C'est différent, ouais. Mais donc t'as quand même aimé Bruxelles. Avant ça, avant Bush, tu travaillais à un moment avec My Little Cup, non? Ouais, c'est toujours à moi. En gros. Mais à Montréal, non? Ou pas du tout? Ouais. Est-ce que tu veux que j'explique un petit peu, le détail au total de My Little Cup? Comment parce que tu me dis tu vendais du matériel médical, mais comment t'as eu de matériel médical à café? Est-ce que t'as toujours eu ce truc avec le café ou bien c'est une opportunité qui est arrivée? Je suis pas né avec le truc en me disant je vais faire du café, mais en gros c'est quelque chose qui est venu assez tôt quand j'étais à Montréal. J'étais aux études et puis il fallait bien un taf étudiant, tu vois, pour payer la vie. J'avais la chance que mon père m'aidait déjà avec les études et le loyer, mais le deal c'était bon, tu taffes quand même à côté, quoi. Et donc en fait ma coloc à l'époque travaillait dans un petit coffee shop. Je venais de me faire virer d'un autre coffee shop qui était franchement donc t'étais pas le meilleur employé. Non. Ah non. Disons-le une bonne fois pour toutes, c'était vraiment pas un super endroit et surtout aujourd'hui en gérant des gens, je peux te dire c'était vraiment pas des bons gérants, quoi, et des bons managers. Et en gros elle me dit voilà, moi je bosse dans ce café, viens, tu cherches un taf, nous on cherche, tu vas voir, le boss il est super passionné, c'est génial, les clients sont top, machin. Du coup je me suis pointé dans ce café qui en fait est dans le métro de Montréal. Donc à Montréal, t'as tout un network un peu de tunnels qui sont connectés au sous-sol des bâtiments pour éviter en fait aux gens qui arrivent dans le centre-ville de trop passer par l'extérieur, parce que l'hiver quand il fait moins 30, moins 40, tu comptes chaque seconde, tu vois, que tu passes dehors. Du coup, il y a tout ce petit réseau là de tunnels entre les bâtiments et le métro. Et en fait, tu montais l'escalator, tu étais encore sous terre, et tu avais vraiment ce petit comptoir café qui fait 8 mètres de long. Dans lequel en fait il servait du très 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 bon café déjà à l'époque,
il bossait avec un torréfacteur qui était pionnier justement dans le monde du café de spécialité, et même qui pour les standards d'aujourd'hui faisait des choses en termes de sourcing, en termes de qualité, qui sont absolument incroyables. Et en fait, je suis rentré comme ça, et les gens qui travaillaient là étaient super passionnés, donc Bertrand, le patron, et les baristas qui étaient là, qui étaient très très expérimentés aussi. Et donc, je suis rentré et j'ai vraiment absorbé tout ça. Et en fait, même, tu vois, notre démarche là aujourd'hui chez Bush, c'est clairement un résultat des valeurs que j'ai apprises là-bas aussi. En Amérique du Nord, tu as déjà un petit peu plus le truc de la tchatch et du small talk et du hospitality. Et donc, voilà, même si tu as un tout petit café, la qualité, elle était folle. Et en plus de ça, voilà, le service, c'était quelque chose qui était primordial pour le fondateur. Et là, t'es en quelle année ? Cette culture. T'es en quelle année, là ? Là, c'est... moi, je suis pas bon avec les années. Ça devait être 2017. Ok, donc c'est pas si longtemps que ça. C'était il y a 9 ans. Ouais, mais c'est pas il y a 20 ans, quoi. Non. Il y a 9 ans, t'avais 21. Déjà, je me dis, attends, il y a 9 ans, quoi. 21, parce qu'on a le même âge, 30, donc ça, 21. C'est ça. Ok, donc 21, tu rentres dans le monde du café. Ou alors peut-être c'était une année d'avant, bref, que j'ai commencé à travailler. Oui, mais ok, donc t'as aimé malgré... Ouais, j'ai adoré, en fait, le service avec les clients, pareil, c'est ce que je te disais par rapport au fait d'avoir des réguliers. Ouais. En fait, il y a un truc dans le café comme ça, où tu vois les mêmes personnes tous les matins, et ça allait plus loin que juste l'échange de ok, tu me files $5 et je te file un café. L'idée c'était de un peu leur mettre des étoiles plein les yeux et de leur faire ressentir une émotion. Et en fait ça passe justement par juste essayer de connecter avec les gens de façon assez naturelle. Et rapidement je me suis rendu compte en fait ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser de surface. Donc évidemment il y a beaucoup de small talk, ça reste des sujets que tu peux digérer en l'espace de 3 minutes que tu vas avoir ensemble. Mais en fait, quand tu le répètes tous les jours, toutes les semaines, etc., tu crées vraiment des relations avec les gens. Et ça m'avait marqué quand j'étais parti, je l'avais dit, tu vois, aux réguliers que je voyais tous les jours. Il y en a plein, ils m'avaient rapporté genre une petite carte pour dire au revoir, ou un livre dont on avait parlé à un moment. Et ça m'avait vachement touché de voir que... c'est pas juste un truc de surface et ça fait partie de la routine des gens, ça fait partie de leurs habitudes, de leur vie au final. Et donc si on rentre un peu dans un truc philosophique, même je faisais un exercice un petit peu pour justement bien comprendre, nous c'est quoi notre vision, nos objectifs et quel est le besoin auquel on répond. Évidemment il y a le besoin d'un produit de qualité. Mais il y a aussi en fait presque un besoin viscéral de connexion. Un café, ça reste un endroit social, ça reste un endroit où les gens imitent pour plein de raisons différentes. Et au fond, c'est aussi ça qu'on fait, tu vois. Et que, évidemment, le café de spécialité, c'est la qualité, mais en fait, c'est la qualité à peu près à tous les niveaux. Et donc, le service fait partie de ça, quoi. Donc voilà. Et donc là, t'es à My Little Cup, hein. Là, je suis à My Little Cup, j'ai fait un peu moins d'1 an, et après, j'ai eu mon diplôme. Ok. Et je me suis dit, je vais faire un vrai job. Je vais faire un vrai job. J'avais fait un stage du coup dans cette boîte américaine. Et eux me disent, t'es français, la Belgique, c'est un peu la France. Donc ils me proposent un job ici, je viens. Bon, alors qu'en plus, tout le marché, il était en Flandre et que je pige pas un mot de flamand. Heureusement, j'avais la carte de je suis jeune, je suis français, j'ai un bon anglais. Et du coup, ils se disaient, ça va, c'est pas un... Tu vois, ils comprenaient que je venais... Tu devais pas obligatoirement parler néerlandais. Ouais, voilà, c'était pas le truc de... Je suis un Wallon qui a jamais essayé d'apprendre le flamand. Je venais vraiment d'arriver en Belgique, donc ça va, je m'en sortais. Et super intéressant, du coup j'étais au bloc, surtout au début pour se former, tu vas voir au bloc, et petit à petit tu parles de tes produits, et tu essaies de les placer, etc. Très intéressant, mais c'est un monde aussi un peu différent et je manquais le côté social. Le médical, c'est aussi tout un truc, tu vois. Mais t'étais quand même intéressé ? Très intéressé parce que t'es curieux, tu vois, et tu vois des trucs et techniquement c'est super intéressant et ça sauve des vies. En fait, pour la faire simple, c'était du matériel pour tout ce qui est AVC et rupture d'anévrisme. Donc c'est vraiment des maladies desquelles tu peux mourir, tu vois. Et c'est vraiment un truc dans lequel le traitement le plus rapide il arrive, le plus t'as de chance de t'en sortir avec le moins de séquelles. Donc non, ça reste un truc qui quand même, tu te dis, ça apporte quelque chose aux gens et ça a une vraie valeur. Mais voilà, c'était pas ma passion première. Et puis je crois justement ce que j'avais vécu avec le café, ça me manquait un peu. Et à un moment, je pars en vacances à Montréal, quelques mois après, tu vois. Et je redemande en fait à Bertrand, je dis, je peux faire quelques shifts, ça me manque un peu. Et du coup, mes potes ils sortaient, ils disaient, on sort ce soir. Non, désolé, j'ouvre le café à 7h de matin.
Si tu te dis, t'es en vacances, bah non, en fait, j'ai repris des shifts et tout. Et c'est vraiment le cliché, quoi. Mais je suis reparti derrière et c'est comme si rien ne s'était passé et comme sur des roulettes, tu vois. C'était super naturel. Les clients, c'était toujours les mêmes parce que on continue ce service, donc ils restaient. Et ils étaient super contents de me voir et vice-versa. Et ouais, ça a fait un petit déclic de me dire, bon, ouais, je me sens quand même beaucoup mieux là et beaucoup plus épanoui, même dans quelque chose qui est très différent que ce taf. Et je pense que le fait aussi d'être allé beaucoup à l'étranger, bon, j'ai quand même beaucoup de chance aussi. Mon père a eu une boîte, ma mère aussi, elle a ouvert un restaurant, un salon de thé. Donc j'ai eu aussi le truc de, tu vois, un peu entreprenant et de voir. Oui, non, je pense que c'est surtout Bertrand à Montréal qui m'avait dit aussi, fais gaffe, tu vois, parce que tu rentres vite dans une routine. Quand tu as eu un diplôme, machin, tu commences à avoir des tafs. Et en fait, je le voyais avec ce matériel médical, ça payait très bien. Et du coup, tu rentres un peu dans un cycle, peut-être dans un piège de. En fait, tu commences à mieux gagner ta vie, du coup, t'élèves ton niveau de vie et t'en deviens dépendant parce que en fait tu peux plus changer, tu peux plus juste dire vas-y là je vais prendre des risques. Et j'imagine que et la grosse chance aussi c'est d'avoir trouvé très vite un truc qui me plaisait. Du coup je me suis dit vraiment je veux pas rentrer dans ce truc, je me suis dit au pire je pourrais toujours le reprendre plus tard, tu vois. Mais ça j'ai envie de tester et j'ai commencé à parler à Bertrand parce qu'il s'avère qu'avant d'ouvrir à Montréal il avait ouvert à Bruxelles. Et du coup, en gros, il avait un associé qui le gérait ici et ça se passait pas très bien. Et en gros, on a commencé à discuter. Bon, est-ce que je reprendrais pas ses parts? Et puis voilà. Et du coup, fin 2018, on seal the deal. Début 2019, je reprends My Little Cup, qui est du coup aussi un café ici, avec toutes ces idées en tête. Très peu d'expérience café au final. Très motivé, très passionné. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, j'avais un an max d'expérience café. Et maintenant, je le vois, tu vois, en formant plein de baristas, maintenant, c'est rien. C'est vraiment rien, surtout quand t'as vu qu'un endroit. C'est pas comme si t'avais testé plusieurs philosophies de travail, etc. Non, c'était pas grand-chose, surtout que nous, c'était un peu limité, vu que c'était que des boissons espresso et c'était que emporté, donc j'ai vu qu'une partie du monde. Mais en fait, assez rapidement, du coup, j'ai essayé de me former moi-même, absorber le plus de contenu possible, de différents créateurs, d'études qui sortaient, etc. Il y avait aussi tout un mouvement justement d'un peu mieux comprendre ce qui se passe en termes de théorie d'extraction dans le café. Là, je rentre dans les grands mots. Non, mais il faut rentrer, c'est ça le but, hein. On va rentrer dedans. Mais ouais, à ce moment-là, il y avait justement pas mal de gens un peu partout dans le monde qui essayaient de mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait quand on est en train d'extraire le café, qu'est-ce qui se passe, toutes les techniques et la science derrière. Et voilà, j'ai essayé d'absorber le plus possible, me former moi-même avant de pouvoir former les autres. Et en fait, 8 mois après Covid, donc ça faisait pas longtemps, surtout que même si le café existait déjà, on a vraiment gardé quasiment rien de la clientèle d'avant, parce que le gars avait un peu un style différent. Et du coup, c'était retour à zéro, donc 8 mois après, tu te prends le Covid. Alors qu'en plus, tu vois, j'avais pas cotisé depuis longtemps en tant qu'indépendant, donc t'avais les aides, mais c'était un peu compliqué. On avait plein d'étudiants internationaux, eux ils avaient pas de chômage, tu vois, c'est les contrats étudiants en Belgique, tu cotises pas pour tous les assurances chômage. Donc si je disais on ferme, ils sont un peu sur le carreau. Du coup, on a juste continué, et c'était un petit peu, le café à Bruxelles, c'était vraiment je pense qu'on a été la poche préservée du Covid. Parce que c'était le seul truc qu'on pouvait encore faire et qui se mélange bien à emporter, tu vois. Évidemment, ça a beaucoup poussé l'emporter. Maintenant, on fait beaucoup plus d'emporter partout, la bouffe. Mais en plus, le premier Covid, le confinement, il faisait super beau. Les gens, ils attendaient qu'une chose, c'est de parler à des gens et de sortir. Et donc, le café, la pause café, c'était l'excuse parfaite. Le confinement ici était assez flexible pour que les gens puissent, tu vois, faire leur sortie. Et donc, nous, on a continué, en fait, à grandir pendant le Covid. Après, c'était un peu lunaire, tu vois, on avait les gants, on avait les masques, c'était un peu la parano. On a mis la table devant à l'entrée de la porte pour pas que les gens rentrent dans le shop et qu'on prenne la commande là, on fasse le café, on te le donne. C'était... Un début, pas comme tu pensais, quoi. C'était... qui aurait pu anticiper ce truc? Et à ce stade-là, il y a qui comme acteur café à Bruxelles? Pas grand monde. Il y a Mock est déjà là. Mock a déjà ouvert Louvain, ils ont déjà ouvert dans Sarre. Ok. Capital est déjà là, je pense que Belga est déjà là.
Kawa... Mais est-ce que... Je te parle vraiment de café de spécialité. C'est tous des cafés de spécialité quand même. Okay. C'est tous des cafés de spécialité, mais franchement, il y en avait 10 à tout casser. Ah ouais, j'avais l'impression qu'il y a... Parce que moi, je pars du point de vue de quand je suis parti à Londres, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien. Ouais. Je me rappelle quand je revenais ici pour un week-end et je passais par rue de Namur, je vois Bush, je dis ah stylé, mais c'est quoi Bush? Ouais. Et je me rappelle, j'en parlais avec ça, c'était déjà un peu plus tard. Oui, mais c'était un peu plus tard, mais ouais. c'est pour te dire que je sais qu'il n'y avait pas énormément de café de spécialité. Après, c'est pour ça que je te dis café de spécialité, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent sur leur devanture café de spécialité. Au final, c'est pas vraiment... Si on va rentrer dans les termes techniques, etc., et si on va goûter... Tu parlais de formation qui est importante pour toi, tu dis qu'un an de formation, c'est pas dingue. Mais donc, tu ne serais pas nécessairement... Non, justement, parce que quand on regarde aujourd'hui les annonces que tu fais quand tu veux engager des nouveaux baristas, tu dis pas besoin d'expérience. Parce que si, mais t'es assez sûr de toi, ça veut dire que tu peux former les gens. Ouais. Nous, on a développé ça. Je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire, c'est que le café c'est hyper nouveau à Bruxelles. Il y a pas et du coup, de facto, il y a pas beaucoup de baristas qui ont bossé dans beaucoup d'endroits, qui ont bossé longtemps, qui sont restés dans le milieu du café et qui sont super expérimentés. Et donc, le marché aussi du travail fait que on cherche plus des gens qui matchent avec nos valeurs. Et nous, on a développé tout le côté formation parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont tu vois, beaucoup d'expérience. Tu priorises les valeurs d'abord avant. Ça veut dire que quelqu'un peut être un très bon barista, mais s'il ne fit pas, tu préfères ne pas le voir. Mais ça a du sens parce que ça peut être la pomme pourrie qui complètement, tout le panier, quoi. Complètement. Et puis après, c'est aussi question de... nous, je bosse vraiment beaucoup pour essayer de mettre de la structure, tu vois, créer une culture aussi d'entreprise et de faire grandir Bush plus que juste un lieu qui fonctionne, mais vraiment un truc qu'on peut grandir et au sein duquel les gens peuvent aussi grandir, se former. Et donc, moi, toute cette structure, le management, ça m'intéresse de ouf. Et ouais, assez rapidement, tu te rends compte, en fait, si les gens matchent avec tes valeurs en termes d'éthique de travail, de qu'est-ce qui est important pour eux, qui ont le côté humain du service, parce que ça, c'est un truc c'est une qualité humaine, c'est très difficile, tu vois, à l'apprendre. S'ils ont toutes ces choses-là et qu'ils ont la motivation et la curiosité, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre que si tu les as pas, mais que tu as déjà les skills. Parce que justement, ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est pas juste techniquement comment faire du café, c'est faire attention que en fait, quand tu vois que la tasse elle est pas bien présentée, tu vas remettre un petit coup de chiffon et tu vas t'assurer que c'est bien fait. Que si tu vois que le shot il a pas bien coulé, tu te dis pas je m'en fous, mais je le refais et je m'assure que le client à la fin il a la meilleure expérience possible. Et donc tout ça, c'est pas juste un truc technique, c'est aussi beaucoup un truc d'état d'esprit et de s'assurer qu'ils comprennent que la raison pour laquelle on le fait, c'est pour quelqu'un à la fin qui reçoit sa boisson, et donc d'avoir les bonnes valeurs. Ouais, c'est ça le plus important. Mais ce qui me semble compliqué de ton côté, c'est que en Belgique, on sait, ça coûte cher les salaires. Ouais. Donc la majorité de tous ceux qui travaillent dans l'Eureka, il y a une grosse partie qui sont des étudiants. Mais du coup, toi, ça veut dire qu'il y a une grosse partie de training qui te demande énormément d'énergie, avec un potentiel turnover qui est moyen. Il y en a qui restent longtemps, ça dépend à quel niveau ils sont. Et quand je dis longtemps, ça veut dire 2 ans. Et il y en a qui peuvent rester 6 mois, du coup. Et donc là, c'est un challenge de ton côté de comment tu gardes cette qualité tout en répondant à la demande, le besoin que tu as de staff, parce qu'aujourd'hui, on va y arriver avec le café où on en est, mais c'est très challenging, donc effectivement, il faut mettre des process, il faut que tu aies une équipe. Comment tu gères tout ça? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Je pense que, si je comprends bien, hein, tu me dis, mais il y a une partie, c'est est-ce que ça vaut le coup, j'imagine, de les former? Il y a une partie, moi, je veux comprendre comment tu fais pour gérer tout ça, parce que d'un côté, il y a le problème de training, et de l'autre côté, tu as aussi le problème à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui serve, en fait. Et effectivement, je veux qu'il soit top, mais à un moment, si j'ai personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu mets quand même quelqu'un? Je pense que c'est comme pour tout, des fois tu dois faire des concessions, et donc des fois, même si moi je voudrais qu'il soit au top, tu dois aussi accepter. De toute façon, tu apprends aussi un petit peu comme ça, tu vois. On n'attend pas que les gens soient complètement formés pour les mettre derrière la machine, parce que ça fait pas de sens aussi. Il faut aussi toucher un petit peu
pour te former, tu vois. Tu dois faire des rushs où ça se passe pas super bien pour comprendre de tes erreurs et essayer de le faire. Donc, c'est géré pour pas que c'est trop un impact sur la qualité de notre service et de ce que les clients reçoivent, mais tout en leur donnant la chance d'apprendre. Donc, ça fait aussi partie de comment est-ce qu'on staff et comment on forme. En gros, l'idée, c'est que quand tu as un nouveau et qu'on sait qu'il est dans cette période de formation, donc on a vraiment défini un petit peu les choses qu'on veut qu'ils apprennent semaine par semaine par semaine, donc on l'a vraiment quadrillé comme ça. L'idée, c'est qu'il y ait toujours avec eux un référent ou tu vois, quelqu'un qui est un petit peu plus expérimenté, qui peut prendre le relais et qui peut être là. Donc en gros, on surstaff un peu quand on a des nouveaux, ça nous coûte plus cher, et c'est un petit peu voilà, l'investissement sur le long terme de se dire, au moins une fois qu'ils seront formés, ils seront bien formés, et ça participe aussi au fait qu'ils restent, tu vois. En fait, le fait de donner cette formation, c'est rare, franchement, qu'on forme des gens à 100% et 2 mois après ils partent ou que ça ne matche pas. Ça arrive, ça arrivait récemment. Mais justement, toute la structure qu'on met en place, etc., et la culture d'entreprise, ça fait aussi que les gens, il y a moins de turnover. Franchement, je crois qu'on a réussi à vraiment trouver un bon équilibre où les gens restent assez longtemps chez nous. Donc ouais, tout ça en fait ça se nourrit. Le fait que tu donnes beaucoup aussi aux gens et que tu investis sur le long terme dans leur formation, ça fait qu'ils ont envie de rester, ça envie qu'ils sentent qu'ils peuvent continuer d'apprendre avec toi, et donc évidemment ils sont plus engagés. Ouais, voilà. Ça c'est un peu en lien avec la qualité et comment tu veux te positionner, parce qu'effectivement quand tu fais du café de spécialité, tu dois te permettre d'avoir des clients qui ont une expérience sub, on va dire, comparé à quelqu'un d'autre qui fait un café simple. Et justement, en spécialité, tu dois être au-dessus. Moi et ma femme, que tu connais, du coup, qui travaille à Bouche. Ah, on le dit. On dit c'est clair. On fait beaucoup de coffee shop et on est très critique, tu vois. Et donc, mais parfois, on veut que ça soit bon et on va tester et on va dire, ah ouais, il n'a pas nettoyé la machine, donc on goûte le brûlé, ah ça n'a pas été fait, le lait a été cramé, etc. Et donc il y a beaucoup de variables dans le café quand on est dans le café de spécialité pour avoir un produit au final dont tu es fier. Ouais, bien sûr. Et même toi, la première fois que je suis venu à Bouche, la première fois que je suis venu à Bouche, je voulais aimer, on arrive à rue de Namur et on attend 15 minutes le café, tu vois. Et du coup, ma femme ne travaille pas encore pour Bouche, mais après, tu vois, je comprends. C'est allé mieux quand elle est arrivée. Oui, exactement, ça a été beaucoup mieux. Mais après, je comprends que toi, tu mets énormément d'énergie derrière. Et comment tu gères cette frustration ? Parce que je pense qu'elle t'en avait parlé, que toi-même, tu étais choqué, parce que tu dis, c'est pas possible, j'ai formé les gens en 15 minutes. Comment c'est possible que ça passe entre les mailles du filet ? Faut accepter que des fois, c'est pas parfait. Enfin, c'est aussi le truc de grandir, d'avoir plusieurs endroits. Tu peux plus tout contrôler. Donc la meilleure chose que tu peux faire, c'est essayer de bien former, essayer de mettre des process, mais au bout d'un moment, on sert littéralement des milliers de clients par semaine. Faut accepter que des fois, la moins bonne expérience de la semaine va vraiment pas être ouf, et donc c'est tout le challenge de mettre ces processus en place, c'est de s'assurer qu'en fait la moins bonne expérience, elle soit, tu vois que ce point bas soit pas trop bas, et parce que c'est bien que le point haut, on va dire, ce soit le meilleur café du monde, mais si tu peux le faire une fois sur 100, ça vaut pas la peine. Donc c'est justement l'idée de petit à petit travailler et essayer d'identifier les points. Pourquoi est-ce que ce jour-là il y avait 15 minutes d'attente, tu vois ? Évidemment, des fois il y a aussi des choses, les baristas peuvent être débordés, ils peuvent être dans un mauvais jour. Donc je pense il faut aussi avoir un peu d'empathie envers eux. Pas que j'excuse, justement. Ma première réaction, c'est merde, ça me fait chier. Parce que la première chose que j'ai en tête, c'est les clients, tu vois. Justement, il y a une promesse quand ils viennent chez nous, c'est que justement, ils vont avoir une super expérience avec du bon café. Et la qualité de l'expérience, ça passe aussi par le temps d'attente. Donc, ça me fait chier. Et je me battrai toujours pour qu'on puisse à chaque fois pousser le curseur un peu plus loin et que chaque expérience soit toujours un peu meilleure. Mais ça passe par des mauvaises expériences. Mais comment tu gères ça ? Parce que moi je me mets... J'ai enlevé les reviews Google. de mon téléphone, j'ai supprimé les notifications parce que ça... c'est une maladie. Ça te tue parce que justement, tu vois tout l'effort que tu mets, etc. Et de voir qu'il y a quelqu'un qui a été déçu, des fois c'est justifié, des fois tu sens que ça abuse un peu, mais même s'ils sont fâchés, tu vois, assez pour mettre une note, parce que souvent c'est ça. Quand les gens vont mettre une note, c'est pas juste que c'était un peu mid.
c'est que vraiment il y a eu un raté. Et donc, d'ailleurs, je pense qu'il y a toujours un peu une part de vérité, même dans les peer reviews où les gens ils abusent. Je dis toujours aux managers, essayez de gratter un peu, essayez de comprendre vraiment, est-ce qu'il n'y a pas quand même là-dedans un peu de vérité sur lequel nous on peut essayer d'apprendre et d'améliorer. Mais je pense tu dois te protéger, accepter que tu acceptes que des fois ça va arriver, et puis après tu essaies de parler et de comprendre pourquoi et de faire mieux la prochaine fois, quoi. Mais comment tu voudrais gérer ça idéalement? C'est-à-dire, moi je viens maintenant, en fait moi je me mets dans la place du client parce que je le sais. Et je me dis, j'ai pas de problème aujourd'hui parce que comme tu dis, c'est un lieu social, tu vois. C'est pourquoi quelqu'un vient payer 5 € un café, c'est pas pour le café. Le café, tu peux le faire à la maison. Là, tu vas me dire, on n'a pas la machine, etc. Mais un café filtre qui coûte 6, 7, 8 €, tu peux le faire à la maison si tu le fais bien. Si t'as le bon matériel, t'as pas besoin de 1 000 € d'investissement. Bon. Ça va. Non, mais ça va déjà coûter quelques... 500 €, mais je veux dire, quand tu vas dans le café, la réalité, c'est pas intrinsèquement pour le café. Ouais, bien sûr. Il y a l'expérience, comme tu dis, l'odeur, le fait que ce soit social. Mais tu vois, quand tu payes un certain prix, 5, 6 €, certains pays, Copenhague, 7, 8 € le café. Alors on a des cafés même à 15 € au menu. Oui, mais c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais tu vois, quand tu payes ces prix-là et tu as un café qui est mid, voire pas bon, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que client? Qu'est-ce que tu aimerais bien que je fasse? S'il te plaît, dis-le. C'est ça. Dis-le parce que ça peut arriver. Tu vois, en plus, tu le sais, tu as vu tout ce qui se passe, toutes les variables, de t'en parler. Il y a énormément de choses et les gens ne se rendent pas compte, c'est normal. De toute façon, c'est pas leur taf. C'est à nous, justement, de gérer ces variables pour que ce soit toujours bon. C'est notre métier, c'est notre promesse. Mais par contre, ça peut arriver des ratés. Et je pense que c'est comme partout dans la restauration, l'important, c'est de le dire. Et j'ose espérer, justement, que même si tu as attendu 15 minutes ou qu'il y a un truc, tout ce qu'on a fait pour les former, pour avoir le bon état d'esprit pour gérer les problèmes, au moment où tu vas leur dire, on va réussir à rectifier le tir. Parce que ça arrive, mais faut le dire. Faut le dire et à partir de là, évidemment, si la personne en face, elle répond pas bien ou elle en a rien à foutre, là, ça devient vraiment problématique parce que ça montre qu'il y a même pas le désir de faire mieux. Et oui, en effet, quand tu payes plus cher pour ton café, ça fait mal. Après, il y a une réalité aussi, c'est que le café de spécialité coûte vraiment plus cher. Tu vois, j'étais à Paris il y a quelques semaines chez un pote qui a un business de pizza. Shout out à Loïc. Tu l'inviteras un de ces quatre. Et en gros, il me disait, voilà, tu sais, j'ouvre dans un de ses placards, dans son labo, genre un paquet de café vraiment italien. Terrible. Terrible. Je fais aïe. Il me dit, ça c'est ma fournisseur, elle me met ça, je paye 7 € le kilo. Ouais. Je fais, Nous, pour mettre en contexte, c'est rien du tout. Nous, notre espresso maison, alors on commande quand même 6-7 tonnes à l'année. Donc on a maintenant quand même une taille qui fait qu'on a les meilleurs prix de chez nos fournisseurs. Vraiment, on est les plus gros clients, donc on a les meilleurs prix. Et on paye quasiment 26 €. Après, c'est aussi, on a décidé de payer plus pour un café un peu meilleur et surtout qui vient d'une plus petite ferme pour avoir un impact. Bon, ça, on est loin des 7, quoi. Mais on est très très loin des 7. Et il y a une réalité justement dans ce truc du prix, c'est que la structure des coûts est plus élevée. Ce truc des cafés de spécialité, c'est pas juste parce qu'il y a une jolie DA, une jolie déco. Ça, on va dire, c'est le packaging. Mais quand tu vas quand même à l'intérieur dans la structure des coûts, et ça, c'est un truc dont on aimerait réussir à communiquer un peu mieux, c'est que les gens comprennent que non, ce que vous consommez, il y a une raison pour laquelle c'est meilleur. C'est que t'achètes des trucs plus chers, t'achètes de meilleurs fournisseurs. Et la réalité, c'est que si tu compares, tu vois, les marges d'un café de spécialité par rapport aux marges de Starbucks, on n'est pas... c'est pas le même business. Tu vois, ils feraient jamais ça. Ils prendraient jamais des marges aussi basses. Ils trouveraient des moyens, soit ils augmenteraient les prix, ou c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des fournisseurs moins chers. Donc voilà, il faut aussi... Il y a un prix à payer pour une certaine qualité. Et surtout dans le contexte actuel, en plus je sais que c'est difficile à dire, tu vois, ça c'est difficile pour tout le monde va au supermarché et voit les prix qui explosent, mais je crois aussi que c'est peut-être important de consommer mieux et consommer un peu moins. C'est un truc c'est pareil avec tous les produits, tu vois, avec la viande, on en parle tout le temps. Vas-y, mange un petit peu moins de viande rouge, mais peut-être achète-la chez ton boucher et de meilleure qualité, et ça aura un meilleur impact aussi sur tout le reste, sur la planète, sur toi, ta santé. Donc bon, voilà, c'est un peu corny, mais... Je réfléchis un peu à la manière dont tu as de communiquer dans tes boutiques. Parce qu'un des premiers trucs, quand on est revenu ici en Belgique, c'était un peu la guerre, c'est toujours la guerre, mais c'était le début. Et donc il y avait l'impact sur les prix. Et j'avais aimé le petit carnet que tu avais créé pour justifier la hausse des prix. C'est pas justifier, c'est expliquer. Non, expliquer. Et récemment, on est parti chez Wide Awake.
qui est top aussi, et qui a fait aussi, parce que là du coup c'est une autre justification, c'est le prix du café a augmenté énormément, rien à voir avec la guerre ou autre, mais il y a eu... pour rectifier aussi, j'avais pas dit c'est la guerre donc on augmente les prix. Non, mais t'as pas parlé du tout de la guerre. T'as expliqué de la hausse, mais la hausse venait justement, c'était le lait, c'était l'électricité, etc. À un moment, l'électricité était, je me rappelle, il y avait des boulangeries qui payaient des 15-20 000 balles par mois. Donc non, c'était, tu disais pas la guerre à l'Ukraine, pas du tout. Mais là, on est dans une autre situation où le café augmente, le café spécifiquement, parce qu'il y a eu des sécheresses et autres. C'était une mauvaise année pour le café. Et il y a la demande qui augmente. On va revenir sur le fait que toutes les 10 secondes, il y a un nouveau coffee shop qui ouvre. Mais du coup, oui, ça m'a fait rire la dernière fois quand je suis parti à Wade que j'ai vu ça. Et je me dis, c'est un peu ce que tu avais fait. Est-ce que je peux rebondir sur le truc du prix du café? Vas-y. Du cours. Peut-être ça sera coupé au montage parce que ça va être un petit peu plus technique. Y a pas de problème. Mais c'est aussi c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose. La plupart des gens qui mettent café de spécialité, certes, ils achètent d'un fournisseur qui vend et torréfie du café de spécialité sans forcément non plus comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Comme tu as dit, il y a eu de la sécheresse, sauf qu'on en est bien loin de cette sécheresse, c'était la sécheresse au Brésil. En fait, là, on parle du cours mondial du café. Donc, il y a un cours mondial, exactement, c'est comme une bourse, ce qui s'appelle les Commodities Exchange, c'est à New York, et c'est pour toutes les commodités dans le monde, donc les métaux rares, le blé, plein de choses comme ça qui sont hautement standardisées. Sauf que le café, c'est pas si standardisé que ça reste une plante qui est très difficile à faire pousser. C'est pas n'importe quel bien, on va dire. Le fait que ce soit justement tradé presque en bourse, ça fait partie des portfolios de groupes d'investissement, de hedge funds, etc., qui en fait spéculent sur le cours du café. Et quand tu regardes les statistiques en fait de tous ces contrats, donc ça fonctionne par contrat. Ce cours mondial, c'est ok, moi j'ai un contrat pour tant de sacs de café que je vais payer tant. Et ça s'échange, ça se vend, ça s'achète, etc. Quand tu regardes qui détient ces contrats, en fait il y a une part très significative qui sont même pas des acteurs du monde du café, qui sont uniquement des fonds d'investissement. Et en fait, il y a une vraie spéculation sur ce cours mondial du café. D'ailleurs, si tu mets en transparence le cours du café et le cours du Bitcoin, ça suit des... C'est bizarre, il n'y a aucune corrélation. Mais... Spéculation. Voilà, il y a de la spéculation, et la spéculation, en général, ça met le même genre de pression sur différents assets. Et le problème, en fait, justement, avec ce cours mondial du café, qui normalement n'est pas comment le café de spécialité est vendu, c'est que c'est victime justement de cette spéculation-là et ça fait exploser les prix. Ça fait exploser les prix, mais surtout, ça les fait varier. Le fait que le cours monte, c'est pas nécessairement négatif, parce que ça veut aussi dire quand même que les producteurs peuvent vendre leur café plus cher et leur coût aussi augmente. L'inflation, ça touche pas juste nous, ça touche aussi les engrais, les intrants, etc. Donc ça c'est aussi important qu'ils puissent répercuter ça sur le prix de vente. Par contre, le gros problème avec ce cours mondial du café, c'est que ça fait le yo-yo. Donc si tu prends un graphe, vraiment, tu as des moments où le cours là en ce moment il est à 4,20 et il y a 3 ans, il était à 90 centimes. Et à 90 centimes, en fait, les producteurs de café, ils gagnent rien. Ils perdent de l'argent. Et donc, toute cette façon de trader le café est absolument pas durable. C'est pas du tout un système qui est déjà qui est juste et qui est durable sur le long terme. Le café de spécialité, l'idée, c'est aussi qu'on sorte un petit peu de ce cours mondial qui dit juste, en fait, toi, tu as autant de café, à ce moment-là, le cours, c'est tant, donc je vais te payer tant. Et de sortir et de rentrer dans dans des relations commerciales un petit peu plus directes entre les importateurs, les producteurs qui ensuite viennent le vendre aux torréfacteurs, et qui est une négociation un petit peu plus directe. Une des idées au début, quand le café de spécialité a commencé, ça c'était une grosse partie. Évidemment, tu vois, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est un truc, on peut pas expliquer ça aux gens en 2 secondes comme ça quand ils viennent prendre un café. Mais donc le cours mondial là en ce moment il explose. Et ça a un impact aussi du coup sur les cours sur les prix du café de spécialité, mais c'est aussi ça l'idée, c'est que cette façon en tout cas le café commercial qui est vendu de cette façon-ci, c'est pas du tout un bon système, et l'idée du café de spécialité c'est de s'en démarquer un petit peu pour avoir plus de fairness dans les prix qui sont payés et de traçabilité. Non, okay. Petit aparté sur le prix du café. Désolé, j'ai fait une tangente. Non, c'est très bien. Mais c'est bien parce que du coup,
on mentionne beaucoup café de spécialité. Ouais. C'est quoi le café de spécialité? À quel moment on peut dire je suis un café de spécialité? Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est pas vraiment... Enfin, c'est le problème. Qui peut mettre ça sur sa vitrine. En général, j'espère que les gens qui mettent café de spécialité, ils achètent au moins leur café de torréfacteurs qui font le travail en amont d'acheter des bons importateurs qui payent bien, où il y a de la traçabilité. Une bonne mesure, on va dire, de est-ce que ce que tu es en train d'acheter au supermarché ou quand tu vas dans un endroit c'est du café de spécialité, c'est est-ce que tu as de la traçabilité sur le paquet de café. Est-ce que tu sais d'où ça vient, l'origine, mais plus que l'origine, la région, la ferme, des fois tu as même le nom du producteur, tu vois, la variété, comment est-ce que ça a été processé. Tout ça, c'est des choses, le café de commodité, donc le Secours mondial du café, s'y intéresse absolument pas et cette traçabilité, elle est complètement perdue. Donc déjà, le fait que tu aies toutes ces informations sur un sac de café, jusqu'à ce qu'on en arrive à un point où les gens vont les inventer, mais je pense vraiment pas, c'est déjà un très très bon signe. Et en fait, après, ça marche aussi beaucoup à la confiance. L'idée, c'est que quand tu vas dans un lieu et que déjà tu le goûtes, la qualité, tu le goûtes. Mais désolé de te couper, c'est ça que je voulais dire, parce que moi j'avais lu dans les livres de café, etc. Café de spécialité, c'est à partir du moment où tu as une note à partir de 8.5, ce qui est subjectif. Toi, tu me parles de tout un process derrière qui fait que tu es café de spécialité. Est-ce que directement le fait que tu suives ce process, donc comment dire, tu vas aller chez un fermier qui fait le café, il y a une traçabilité, etc. Automatiquement, le goût va être mieux. Et donc, c'est automatiquement un café de spécialité. Ou bien cette note, c'est pas sur ça que tu te bases et chacun se base sur quelque chose de différent. Alors, juste pour lier avec le truc d'avant, en fait, le café, il y a un outil qui est utilisé, c'est justement sa note, comme tu disais. Sa note, elle est de 0 à 100. Et ça, c'est des gens qui sont spécialisés, qui peuvent, tu vois, les donner. C'est vraiment un outil pour comprendre aussi, en fait, moi, je t'achète cette qualité-là et voilà. Et je suis à la recherche de ça. Donc, on donne des points. De 0 à 80, c'est vraiment considéré comme le café de commodité, donc le C-Market, Secours mondial du café. Dans lequel on n'en a rien vraiment. Il y a très peu d'importance qui est donnée à la qualité du café. Vraiment, c'est le volume et c'est, comme on disait, ce cours mondial. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de 80, c'est considéré comme du café de spécialité. Maintenant, il y a toute une frange du café de spécialité. Donc, en gros, les cafés qui sont de 80 points à 85 points, souvent, la façon dont leur prix est défini, c'est un premium de qualité sur le prix du marché actuel du cours mondial. Donc en fait, il y a même quand même une partie du café de spécialité qui est tradée en rapport à ce cours mondial, mais en payant un premium par kilo. Donc, et c'était quoi ta question? Est-ce que c'est subjectif? Il y a une grosse partie de subjectivité. Ah oui, et donc... oui. Et comment toi tu définis le café de spécialité et comment tout le monde se met d'accord dans le monde entier? Est-ce que si tu vas à Montréal, c'est la même façon? Tu seras pas d'accord. Et c'est ok. Enfin, et c'est ok. Calme-toi, tout va bien. En fait, c'est pas une certification, c'est pas un label bio. C'est ça en fait. Y a pas et c'est pour ça que tu dis potentiellement il pourrait y avoir des fraudeurs. Ouais. Mais t'espères que ça n'arrive pas parce qu'il y a un amour du café. Ouais, je pense qu'il y a justement cette relation de confiance qui se crée en fait. Nous, en tant que café de spécialité, qui sommes très engagés dans trouver des bons fournisseurs, justement, on est tout le temps à l'affût de quels sont les fournisseurs, tu vois, qui font du bon boulot. Et ensuite, tu vois aussi, en général, tu vois tu reconnais des noms de producteurs, donc tu sais qu'ils achètent quand même dans des bons endroits, et ensuite tu découvres d'autres choses, et petit à petit, comme ça, tu te fais un peu une base de données des gens de confiance, on va dire. Et c'est un petit peu, je pense que le rapprochement que je peux faire, c'est avec le vin nature, tu vois. Le vin nature, c'est pas vraiment pareil, il n'y a pas de label, mais c'est la confiance que tu donnes à ce comment tu dis, un producteur de vin, à ce vigneron que justement il n'a pas utilisé de sulfite, qu'il a pas, tu vois, qu'il a fait son travail de façon respectueuse par rapport à la terre, par rapport à ses vignes, etc. pour faire un produit le plus naturel possible et qui est bon. C'est un petit peu la même chose. Évidemment, la chaîne d'approvisionnement du café, elle est beaucoup plus compliquée parce que tu as beaucoup plus d'étapes, ça vient de loin aussi. Donc c'est ça aussi la difficulté. Et c'est là où rentre en jeu tout ce qui est importateur et on va dire les middlemen qui s'occupent, tu vois, de préserver la traçabilité et la qualité. Donc si à la fin du compte sur ton café, tu peux avoir toutes les infos dont on parlait, c'est quand même un déjà très bon signe que ça a été bien fait. Et puis en général, si
t'as le prix aussi, hein. Je connais peu d'endroits qui vraiment mettent des prix comme ça à la louche, parce que les gens, tu peux pas les prendre pour des cons. Si tu fais payer 25 € pour 250 grammes de café, ça a intérêt à être un café super intéressant, qui est très très bon. Et donc ça aussi, tu vois, au final, ça se régule un petit peu tout seul. Maintenant, tu t'as beau avoir acheté du bon café, et je pense que c'est peut-être là aussi, c'est la frustration de des fois, tu te dis, est-ce que c'est du café de spécialité ? Ils ont l'air de tout bien faire, mais le résultat, c'est que c'est pas si bon. Et en fait, quelle est la différence entre un bon et un mauvais lieu ? Et il y a la formation dont on a discuté là. Voilà. Et c'est là où parfois on peut se faire duper, mais je pense pas intentionnellement. Hein. C'est tu rentres, il est écrit café de spécialité, la machine elle est top, c'est la Rolls-Royce des machines. Le café, tu vois, c'est le café de spécialité. Mais peut-être c'est le jour où c'est un étudiant, le premier jour, et parfois c'est la faute à pas de chance. Donc, en fait, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais resto ? Au final, c'est un peu la même chose. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a certains restos, ils sont toujours bons, ils sont toujours justes, et d'autres, une fois c'est bon, une fois c'est terrible, et d'autres c'est toujours catastrophique. Ça dépend du boulot qu'ils font, et justement, c'est ça aussi. Je pense que tu vois, le tri se fait tout seul. Le tri se fait tout seul, et même s'il y a plein de choses qui apparaissent, c'est les bons qui restent, parce que c'est là où les gens reviennent. Donc comme je disais, tu peux pas prendre les gens pour des cons, il faut quand même qu'ils aient envie de revenir. Donc après il y a aussi peut-être tu vois, plutôt tu disais la première fois que je suis venu c'est pas bon, et comment tu gères? Espérons que comme tu as quand même fait un travail sur le long terme qui fait que les gens te reconnaissent comme un endroit de qualité, espérons, tu vois, t'as entendu, non mais c'était vraiment bien, et si tu l'as entendu 5 fois, peut-être que tu te donnes la chance et tu dis bon vas-y je vais retester, et tu y vas et tu dis peut-être je suis juste tombé le mauvais jour, et voilà. Mais c'est vrai que ça se passe comme ça, généralement je donne 2-3 chances, après ça arrive parfois 3 fois ça ne va pas, pas chez Bush, je vais pas te jeter la pierre. Après ça change aussi, tu vois, c'est ça, c'est que je pense la difficulté avec la restauration, c'est la constance. Tu disais aussi tu as un certain volume, tu fais pas 50 cafés par jour, c'est pas la même chose. Là tu as deux magasins plus My Little Cup, et tu comptes probablement te développer, donc c'est très compliqué de garder cette consistance à travers tous les produits. Donc comment tu passes, parce que on est vite fait passer, on a pas fait le lien entre My Little Cup et Bush. Donc t'as fait My Little Cup, t'as passé du temps dessus, il y a eu Covid, du coup t'as kiffé parce que t'as fait Bush. Comment tu passes de My Little Cup à Bush? Par opportunité. En fait c'était un client de My Little Cup pendant le confinement, qui vient nous voir un jour et qui nous demande, d'ailleurs j'étais stressé parce qu'il allait pas straight to the point. Il me dit oui, j'ai un truc à te demander. Je dis oula merde, qu'est-ce qu'on a fait? Ça commence mal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a raté son café, tu sais pas. Et il tournait un peu autour du pot, et ça fait, je dis mais vas-y dis-le. Et en fait j'ai un bâtiment rue Namur, il y avait un restaurant, ils ont fait faillite, et on aime beaucoup ce que tu fais ici, on aimerait que tu fasses la même là-bas. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est marrant, quand on en a reparlé récemment, elle disait non, mais moi je m'en souviens très bien. Au moment où on te l'a dit, t'as dit ah c'est marrant, ce week-end j'étais en train de regarder des endroits. Donc j'imagine que l'idée avait déjà un petit peu germé, je voulais un truc un peu plus grand, peut-être aussi un peu plus visible, puisque My Little Cup c'est quand même dans un quartier qui est un petit peu caché, et que les gens, où les gens vont pas trop. Et on avait déjà commencé à justement développer ce côté un peu geek, avec plein de clients qui étaient super intéressés, et je voulais un endroit plus grand où on pouvait faire plus, tu vois, avec le café filtre. Et donc voilà, on a visité, et très rapidement en fait ça s'est fait. Du moment où on a visité au moment de l'ouverture, on a fait à peu près 4 mois, ce qui est super rapide, conception, chantier et tout, alors que c'était en plus, il y avait juillet-août dans ces mois, donc normalement on était à les congés, mais on a réussi à trouver des gens, etc. pour le faire. Et voilà, on a ouvert, et l'idée de Bush du premier, c'était justement d'avoir un bar qui était dédié au café filtre, parce que c'est une façon d'apprécier le café qui a beaucoup qui a pas le mérite d'exister, mais qui même pour moi est la plus intéressante, tu vois. C'est comme ça que tu goûtes vraiment un bon café, un très très bon café,
C'est en filtre, parce que évidemment quand tu rajoutes du lait dessus, bah, ça donc t'es ça team, mélange le team goût. café filtre. Moi je suis team tout. Et tu sais bien différencier. Ouais, bien sûr. Écoute, on va te faire un test. Ah, hein. ouais, Il y a du café, ça arrive. Ok. D'ici quelques minutes, il y a du café qui va venir. On va te faire un test. Il y aura du bon café, du moins bon café. Magnifique. Je te mets la pression et on va voir. Non, pas de pression, t'es sûr de toi? Tu vas réussir? J'ai déjà fait le test. Ah ouais? Ouais. On va voir. Hein. Ici, j'ai une vraie barista derrière. Pas trop là. Ok. Bah écoute, ça arrive. Mais du coup, oui, le café filtre, moi je suis aussi team café filtre. Pendant tout un moment, j'étais très. Je veux acheter ma machine à espresso, etc. Puis en vérité, c'est beaucoup plus subtil, le café filtre. Tu ressens tous les. En fait, tu comprends pourquoi tu prends le café de spécialité à travers le café filtre. Après, j'ai peut-être pas un très bon palais, c'est pour ça que je sais pas faire la différence dans les shots d'espresso. Non, c'est compliqué aussi. L'espresso, c'est beaucoup plus concentré, c'est du café concentré. Et c'est pour ça que du coup, on met du lait dedans. C'est parce que t'as une base qui est hyper intense et boire ça comme ça. C'est comme boire un spiritueux, un truc à 40% versus un cidre, tu vois. C'est beaucoup plus facile de boire un cidre. Bah, c'est à peu près la même chose avec le café. Et quand tu lances bouche, donc tu dis, ok, tu fais comme un bar à café filtre. Qu'est-ce que tu fais d'autre qui différencie de My Little Cup? Parce que pour remettre dans le contexte, My Little Cup, c'est comme une franchise. Hein. C'est une marque qui existe un peu partout. Donc tu en as à Montréal, je pense à Londres aussi, qui ne sont pas à toi. Du coup, donc en fait, c'est pas une franchise, c'est vraiment indépendant. Et le gars qui l'a commencé, Bertrand, a toujours des parts dans tous. Donc ouais, c'est un modèle un peu mais donc là, tu as l'opportunité de faire ton propre truc en réalité. Donc ça, c'est numéro 1. Et avec tes acquis, déjà de Montréal, plus là maintenant avec My Little Cup en Belgique, de faire vraiment ce que tu penses. Donc tu fais le bar à café filtre. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu changes? Et plus d'efforts sur le branding. Sur le branding et sur l'image de marque. Bah ouais, c'était le début. Quand on a commencé Bouche, c'était le. Attends, désolé. Je suis comme ça. Hop là. Quand on a commencé, c'était justement le moment où tu avais les premiers lieux qui mettaient un peu plus d'efforts dans le design intérieur, dans, tu vois, tout la DA, le graphisme. Et pourquoi c'était important pour toi? Bah parce que c'est le packaging. Tu vois, c'est comme pour tout. Hein. Tu vas vers les trucs qui sont les mieux emballés, d'une certaine façon. Après, c'est pas le... Justement, c'est pas le... Et je pense que même, ça nous a fait défaut, des fois, si t'as un trop beau packaging, les gens pensent que c'est la seule raison pour laquelle les gens y vont. Et donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que la seule raison pour laquelle Bouche ça marche, c'est parce que c'est hype, alors que non, je pense vraiment que c'est parce qu'on fait un bon boulot, en tout cas je l'espère. Mais non, c'était aussi une façon de créer de l'hype, tu vois, de comprendre que quand il y a un endroit qui est beau, les gens ont envie d'aller tester. Et l'idée, c'était de les appâter et qu'ensuite, ils restent pour la qualité et le service. Donc c'était très important. C'est le début. On avait déjà vu, je pense que à cette époque, le seul endroit qui avait commencé à faire ça à Bruxelles, c'était Buddy Buddy. Matt et Julien qui avaient ouvert justement qui est juste à côté le café. Et on avait vu, tu vois, ça avait pris très vite. Normal, ils étaient arrivés avec un truc, même pour tout ce qui a ouvert aujourd'hui, ça reste un des plus beaux. Oui, mais ils continuent à le faire. L'ouverture à New York, ils ont une stratégie très, très spécifique. Ouais, très smart. Et justement, tu vois ça et tu dis ah oui, c'est vrai que quand t'as le packaging qui va avec, ça accélère en fait le fait, comment tu dis, les gens viennent beaucoup plus vite. Je suis désolé parce qu'on m'appelle en boucle. Si tu veux répondre, c'est pas important. Hop là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit ça dans différentes industries où l'artisanal, etc. Aujourd'hui, c'est assez simple, on va dire, d'avoir un beau packaging avec l'IA, etc. Ou bien même l'accès à des freelanceurs. Et donc, parfois, c'est un inconvénient d'avoir un packaging trop beau quand tu fais quelque chose de qualité. Parce que les gens se disent « Ah non, c'est un peu fake, en fait. » Et c'est un peu ce que tu dis là maintenant. Tu te dis en fait il y a eu tellement d'efforts mis sur l'emballage, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Et la réalité, c'est même pas. C'est un très beau branding, c'est pas pour tacler, mais il y en a qui vont pousser dans le packaging des canettes. Non, mais je veux dire, comme à Paris, t'en as un, il a un coffee shop, il met dans des canettes. Ça, c'est très trendy, et là, tu peux dire quel packaging, mais là, la réalité, t'es resté sobre. C'est des cups classiques, il y a un branding derrière qui est carré. Je pense, c'est quoi l'histoire aussi derrière Bouche? Attends, d'abord je réponds. Vas-y. Non, l'idée c'était évidemment, c'est pas le message premier. Tu vois justement, s'il y a un truc,
placement de produit. C'est justement, ok, le packaging, il est cool, c'est flashy, mais l'idée, c'est que nous, nos valeurs et notre mission, elle est centrale à ce qu'on essaie de faire. Et donc, tu vois, on a utilisé le packaging justement pour communiquer sur des petites choses. Donc, our cow milk comes from a small producer 40 kilometers far from Brussels. We purchase directly from the farm, no middleman. Et donc, ça, c'était aussi justement le but. En fait, c'est un outil de communication. Mm-hmm. Et après, ça dépend comment est-ce que tu veux l'utiliser. Est-ce que tu veux l'utiliser juste pour faire de la merde ou pour essayer de passer un message? Et le but, bon, tu me diras Bush, c'est quoi l'histoire derrière? Bah, dis-moi maintenant, vas-y. C'est le nom de jeune fille de ma grand-mère. En gros, quand j'ai repris My Little Cup, dans les 3 mois qui ont suivi, j'ai perdu mes grands-parents, les 3 grands-parents que j'avais encore en vie, et ils n'ont jamais pu voir ce que c'est devenu. Et donc et en plus, ma grand-mère maternelle, du coup, dont le nom de jeune fille était Bush. Quand je lui ai annoncé que je quittais mon taf qui était très bien payé, où je voyageais beaucoup, qui était safe, pour reprendre un café à Bruxelles, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais tu vas devenir cafetier ?» Elle va expliquer le café de spécialité à quelqu'un de 84 ans. Et j'aurais adoré qu'elle puisse venir voir et qu'elle puisse goûter et voilà. Et donc quand le début de Bush, quand je me suis posé la question, ok, j'ai envie que ce soit un truc personnel, parce que c'est ça au final, c'est les valeurs que j'ai envie de porter avec ce projet, et que c'était c'était juste ma façon de voir les choses, de qu'est-ce que j'aimerais d'un lieu. Je voulais que ça reste aussi personnel, et du coup c'était un petit hommage à elle, son nom de jeune fille. Et donc voilà, Bush, c'est pas la bouche. Bon, évidemment, ça fonctionne parce que c'est aussi le métier de bouche, etc. Tu fais d'une paire de coups. Hein. Tout le monde dit toujours, ouais, comme la bouche. C'est pas la bouche. Quand j'entends les gens dire la bouche, c'est pas la bouche, c'est Bush. Combien d'énergie tu mets dans le branding maintenant, et je te pose la question spécifiquement maintenant parce que tu vois, tu as ouvert un deuxième à Froissart, donc dans le quartier européen. Tu vas en ouvrir encore dans les mois qui suivent, j'imagine. On peut couper si tu veux. Non, je rigole. Mais je sais que c'est très secret, que tu prends très à cœur ce que tu fais. Et c'est ça qui fait que Bush est bien, parce que tu es très impliqué et peut-être perfectionniste, mais comme tous les fondateurs, c'est un peu ça. Du coup, là, c'est une stratégie de... Il faut que ça soit, au-delà du café, il faut que la communication soit aussi alignée. Tu parles communication ou intérieur ? Les deux. Pour moi, les deux sont alignés. Ça marche. Oui, bah, c'est important. Et puis, c'est presque même un piège, et on en parlait avec notre archi, et à un moment on dit en fait, des fois le design va tellement loin que ça devient presque une barrière, tu vois, t'as presque l'impression de rentrer dans un musée, et en fait ça clash un petit peu avec ce que tu veux faire, tu vois, dans un lieu de hospitality. Je vais continuer à utiliser cet anglicisme, mais c'est comme ça que... Non, tu vois, si c'est trop beau, en fait, tu te dis, mais est-ce que je peux toucher ? Est-ce que je peux rentrer ? Si tout est design, tout coûte trop cher. Peut-être même les gens, est-ce qu'ils se sentent vraiment à l'aise ? Des fois, tu te sens super bien dans des endroits, tu vois, qui sont justement dans leur jus, sans prétention. Et donc, c'est un peu un piège d'avoir commencé à investir dans les designs et d'avoir fait des beaux intérieurs, parce que tu veux toujours faire plus. Et je le dis parce que là, on est en train de faire un intérieur, et on a fait plus. Et on a fait plus. Et ça coûte plus cher. Et tu dis, en fait... Au bout d'un moment, il faut aussi faire gaffe parce que le but, c'est pas que ce soit notre cœur de métier, on n'est pas un musée et on n'est pas un showroom de design. Je dis ça, le nouvel endroit va être très très beau. Vraiment, ça pète sa mère. Et on peut savoir où cet endroit ou pas ? Ouais, c'est plus proche du centre. Au centre-ville ? C'est pas très loin non plus de rue de Namur, mais c'est la place Saint-Jean. Okay. Donc voilà, c'est pas très loin de Grand Place, du Sablon, de tout ça. Et donc pour continuer sur le branding, tu as la partie intérieure, et puis tu as la partie, comme on en parlait, tu as les cups, tu as parfois les petits documents que tu mets pour communiquer sur certaines choses. Tu as quoi d'autre ? Est-ce que maintenant ça prend pas une place plus importante ? Parce que justement tu as aussi une pression plus élevée, parce que comme tu dis, tu as fait un gros investissement, et tu vas avoir une équipe qui est plus grande, et donc tu as une responsabilité qui devient plus énorme, on va dire. Et donc ça devient aussi la communication un élément super important pour justement tenir ce business. Quelle place ça prend aujourd'hui comparé à quand tu avais un shop ? Est-ce que tu y penses vraiment ? Tu mets de l'énergie derrière ou bien tu es encore au début ? En vrai, j'ai toujours mis de l'énergie. Genre, même à My Little Cup, c'était très différent le style, mais à My Little Cup, en fait, c'était presque des vlogs.
Genre vraiment, je montrais tout. Donc quand je faisais de la maintenance, quand je réparais les tiroirs, quand je réparais la machine, quand je testais de l'équipement, j'essayais vraiment de tout montrer et que ce soit hyper personnel, et ça tournait beaucoup du coup autour de l'aventure qu'est de commencer, tu vois, un business. C'était pas aussi bien pensé que tous les trucs que tu vois aujourd'hui où le storytelling il est trop bien et ils font attention d'avoir un super hook et direct. C'était beaucoup plus bordel et c'était beaucoup des stories, des trucs comme ça. Mais déjà là, tu le sais que, surtout quand tu es dans un endroit comme on était à My Little Cup qui est un peu moins bien placé, il faut que les gens viennent à toi. Et donc la suite logique, c'est justement d'utiliser la communication pour donner aux gens envie de venir te voir. Et donc dès le début on le faisait, mais maintenant ça a beaucoup changé. On a quelqu'un qui fait ça quasiment à temps plein, Evan, qui était avant, fait les réseaux sociaux. Ouais, qui fait les réseaux sociaux. Avant, il a commencé en tant qu'étudiant en barista. Ensuite, il a été manager de 2 endroits. Et ensuite, du coup, il a pivoté vers ça. Et donc maintenant, il fait ça à temps plein. Et il le fait super bien. Il le fait très bien. Ouais. Et à chaque fois que je tombe sur les vidéos, et en plus ça pète, c'est des vidéos super. J'ai aimé la vidéo qui a été répliquée, qui a été répliquée par d'autres personnes. Ça a été répliqué ? Bah oui. Ouais, très bien. Je pensais que ça t'avait été envoyé. Après, mais t'aimes bien, j'ai l'impression que t'aimes bien qu'on te copie parce que t'es l'original du coup. Non, après, de toute façon, à partir du moment où tu le mets sur internet, tu sais que. Parce que la première a vraiment explosé. Ouais. Et vous-même, vous avez fait une deuxième, je pense. Et donc, vous avez rebondi, ce qui est intelligent, parce qu'il faut le faire. Mais oui, il est très fort à comprendre les tendances. Et du coup, justement, comme il est depuis le début avec toi, il comprend aussi tous les petits détails qu'il y a dans ce business et comment faire un effet levier. Donc il est vraiment top. Moi, chaque fois que je parle avec ma femme, je lui dis c'est qui ? Donc elle m'a dit c'est Evan. On en parle beaucoup aussi parce que la grosse mission qu'on a en gros, c'est réussir à communiquer nos valeurs, à communiquer l'importance justement du café de spécialité, de la traçabilité, de la qualité, tout en communiquant aussi sur ce qui fait bouche pour justement que les gens se rendent compte, c'est pas juste le packaging, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand tu grattes un petit peu. Donc d'avoir un peu plus de transparence par rapport à tous nos process, nos formations, nos trucs comme ça. Sauf que ça, c'est des choses, comme c'est délicat de trouver le bon milieu entre un truc... En fait, toutes les vidéos qui ont buzzé, c'est les vidéos les moins sérieuses. C'est les vidéos où il n'y a absolument pas de message derrière. C'est juste con, c'est drôle, et puis c'est tout. Et donc évidemment c'est ce que les réseaux veulent un petit peu, tu vois, faire des trucs qui sont super catchy. Et notre grosse mission cette année, c'est réussir à trouver notre façon de communiquer qui nous est personnelle, qui est authentique aussi, tu vois, sans juste tomber dans le cliché des réseaux et de toujours les mêmes trucs que tu vois. Here are 5 things that you should have. Et ça devient fatigant. Et tout en montrant des choses qui... C'est pas que c'est indigeste, mais ça peut être technique, tu vois, donc montrer justement tous les efforts qui sont faits pour avoir un bon café, ou essayer d'intéresser les gens par rapport à ça. En général, c'est les posts qui sont le moins bons. Donc en gros, on est tout le temps en train d'essayer de réfléchir là, comment est-ce qu'on arrive à allier les deux. Après, il y a aussi une partie tu contrôles pas, tu vois, tu fais des vidéos, toi t'essayes de pousser un truc, et ce qui prend, c'est ce qui prend, et puis après, voilà, faut apprendre à ajuster. Mais ouais, quand même, on affine un peu nos skills de création de contenu. Et je vais même passer une petite pub si c'est possible. S'il y en a qui font de la création de contenu, mais surtout de la production, tu vois, vidéo, des choses comme ça, on a aussi un gros truc qu'on aimerait faire, c'est... On sait qu'il y a plein de trucs à l'intérieur de Bouche qui seraient super intéressants à montrer, tu vois. C'est presque qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un pour vlogger en permanence et montrer tous les trucs de l'intérieur. Sauf que ça, évidemment, ça prend beaucoup de boulot et on n'a pas cette formation, nous, ce skill, tu vois, de tout le temps record, de comprendre comment est-ce que tu vas monter une vidéo. C'est beaucoup d'énergie, c'est un travail. Tu le vois avec tout l'équipement ici, quoi. C'est exactement ce qu'on fait ici. L'idée, c'est de créer du contenu, d'être un média, en fait. Moi, à chaque fois que j'ai des clients, je dis l'objectif, c'est d'être un média parce que ça sert à rien. Et là, c'est marrant parce que on a eu John de Rambo dans le podcast. Et justement, il discutait sur le fait qu'il voulait mettre plus d'accent sur TikTok, mais qu'il voulait pas non plus courir habillé en burger. Et donc, ça, ce serait marrant. C'était ma réflexion. J'ai dit, ça serait marrant. Et la question, c'est est-ce que toute attention est bonne à prendre, toute publicité est bonne à prendre. Moi, je suis un peu des deux côtés, je comprends. Je pense qu'il y a aussi une opportunité où... Mais ça demande beaucoup de travail, comme tu le dis. Les hooks, quand tu veux communiquer certaines choses, tu peux pas communiquer trop sérieux. Bonjour, je vais te communiquer sur le fermier, etc. Donc, il faut effectivement être dedans. Ça prend énormément d'énergie et tu dois devenir un média, quoi. Et tu dois aussi
Bah après, tu vois, il y a des gens qui le font, qui arrivent. C'est pour ça que en fait, je sais que c'est possible. Il y a des gens, tu vois, en France, il y a un gars, Éloi Spindler, un chef. Oui. Bah, il a ouvert lui, son je brunch. trouve qu'il a un super équilibre entre justement, il montre sa passion, tout en montrant leur personnalité et ce qui se passe derrière, behind. Comment tu dis en français? Derrière la scène. Qui se passe derrière les scènes. Après, il y a aussi un truc, c'est que j'avais entendu un truc. Il a fait du théâtre. Et j'ai fait. Il y a aussi un peu de ça, tu vois. Faut être gaulerie en vidéo. Oui, il faut être appréciable. Voilà. Il faut pas, si t'es pas. Tout le monde en vidéo va pas être marrant à regarder. Exactement. Tout le monde n'est pas. Tu peux pas refaire The Office parce que t'as envie, tu vois. Faut quand même, en fait, des gens qui soient bons en vidéo. Mais ouais, il y a des gens comme ça qui arrivent à trouver un bon équilibre. Et puis, mais sinon, c'est vrai que la méta, on va dire, et tu vois, ce que les algorithmes poussent, bah, c'est un peu, c'est court, c'est fast-food, c'est toujours la même. Mais je pense que sur le long terme, surtout quand tu fais un truc et que tu commences à t'attarder un petit peu sur le contenu un peu plus long, YouTube, bah voilà, c'est plus à prouver le succès, tu vois, de tous les youtubeurs. Et je pense qu'une grosse partie de ça, moi j'ai grandi beaucoup avec, c'est la relation un peu parasociale que t'as, où tu penses les connaître. Et en tout cas, tu t'identifies beaucoup et tu vois un côté, même si évidemment c'est que ce qui te montre, mais t'as l'impression de voir un côté un peu plus naturel. Et ça, j'adorerais réussir à faire avec Bouche. On a des gens super marrants dans Bouche, tu vois, il y a une super ambiance. Et on fait des trucs qui sont intéressants et qui, je pense, vaudraient la peine de montrer. Donc s'il y en a, ça leur parle. Voilà. Mais c'est encore une fois, pour reprendre du coup John, il partait dans cette direction. Il comprend bien les tenants et aboutissants de justement la création de contenu. Bon, il a un background marketing. Ouais. Et il me disait justement, il veut faire, je sais pas si tu connais l'émission Chicken Date. Ouais, bien sûr. Un truc similaire, mais un truc similaire à Rambo. Ouais. Mais tu vois, l'idée, c'est pas de focus sur le burger ou le café. C'est comme ici. Ici, tu vois, je te dis pas, viens, on a des chambres à vendre. On est dans la suite présidentielle, on a dit hôtel, t'as la vue, etc. Et on est top of mind, tu vois. Ouais. Et effectivement, c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait faire pour. Mais en fait, et justement, réussir à trouver ton concept, le format aussi, tu vois, parce qu'il y a tout un côté technique. Il faut que ce soit, faut que ce soit beau, il faut que ça ait du rythme, il faut que ce soit bien monté. Il faut tout ce qui est technique, il faut une équipe. Et puis, il faut que tu aies un host qui soit top, tu vois. C'est comme Karim avec Subway Talks, Chicken Date, toutes ces refs-là, ou Hot Ones. C'est aussi parce que tu as des hosts de fous qui posent des super questions et qui rendent le truc intéressant et qui font que la personne en face, c'est intéressant, tu vois. Mais est-ce que toi, tu serais, du coup, c'est une question que je pose aussi souvent, est-ce que tu fais partie de Bouche ou bien tu veux te dissocier de Bouche ? Je sais pas, parce que... c'est une question que tu te poses, non ? Ouais. Parce qu'on te voit souvent sur certaines vidéos, mais là, si tu veux partir dans cette direction, vraiment appuyer sur le champignon, il faut prendre une décision. Est-ce que c'est toi qui vas être le host ou bien tu vas dépendre de quelqu'un? Et je te donne mon point de vue, après tu me dis ce que tu penses. Moi, de mon point de vue, je me dis, tu vois, toi tu kiffes ce que tu fais, t'adores, t'es dans le café. C'est pas comme si demain tu dis je vais ouvrir un restaurant de burger. Donc t'es vraiment dedans, tu connais tous les tenants et aboutissants, tous les détails, tout ce qui se passe. Et j'aurais du mal à voir quelqu'un d'autre et je verrais vraiment que du positif à te voir derrière le contenu. Mais de l'autre côté, peut-être de ton point de vue, c'est non, moi je veux pas être trop associé parce que si je pars, ça veut dire que les gens peut-être vont pas acheter mon café. Non, mais est-ce que le café, les gens achètent parce que c'est moi et si je suis plus là, du coup ils achètent pas. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Non, évidemment. Enfin, t'as un truc aussi quand c'est ton projet, des fois ça peut être un peu mégalo. Et donc c'est pas que je m'efface, mais j'essaye aussi de laisser de l'espace pour que d'autres puissent apparaître. Et surtout aujourd'hui, vu que y a certains forums qui ont buzzé, tu vois, il y a des gens, ils consomment le contenu, ils sont jamais venus en shop, je les ai jamais servis. De toute façon, je suis plus derrière le comptoir. Donc, et ce qu'on essaie aussi de faire avec les vidéos, c'est de montrer un petit peu comment ça se passe dans le shop de façon réelle. Et donc, si tout le temps ils voient ma gueule alors qu'ils me voient jamais servir du café, au bout d'un moment, tu vois, ça perd aussi un peu de cette authenticité tu retrouves les personnes que tu vois quand tu viens prendre ton café. Mais non, c'est pas ça se fait naturellement, tu vois. En général, quand il y a des trucs un peu techniques et que dont j'aime bien parler, la vidéo, c'est moi qui vais la faire. Et après, il y a différents formats pour différentes personnes. Je pense qu'il y a plein de trucs sur lesquels je peux être super intéressant. Après, c'est cool aussi que les gens voient que c'est pas juste le Antoine One Man Show. Comme tu le fais maintenant. Sinon, je ferais un compte perso et je ferais que ça, tu vois. Et l'idée, c'est que Bouche, c'est pas... Non, c'est quand même un peu différent. Évidemment,
j'ai une grosse importance au sein de Bush. Mais non, je trouve que c'est cool aussi tu vois, d'avoir différentes personnes et de petit à petit, c'est ce qu'on disait avec Evan, tu vois, les gens, on a presque créé des personnages, tu vois, en retrouvant toujours dans les vidéos et tu vois leur façon d'être. Donc non, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. C'est intéressant parce que je voulais partir sur le B2B aujourd'hui qui n'est pas super pertinent parce que tu n'as pas vraiment, à part les événements que tu fais parfois. Par contre, je sais pas si c'est dans les plans, ça j'ai aucune idée. Est-ce que tu voudrais devenir roaster ? C'est-à-dire... Oui, à terme, oui. On va pas se... Parce que si on regarde les différents niveaux de business dans le café, t'en as du fermier à importateur, à tac. C'est un cran au-dessus dans la supply chain. Ouais. Est-ce que, mais la façon dont tu m'as répondu, c'est genre... Non, en fait, c'est la suite logique. Et oui, ça arrivera à un moment. Maintenant, on a une super relation, tu vois, avec notre fournisseur. Et c'est deux métiers différents, en fait. Évidemment, ça tourne autour du même produit. Mais nous, ce qu'on fait, tu vois, quand je t'ai parlé de notre mission, il y a l'aspect humain et hospitality qui est en fait super importante. Et on fait pas juste du café. Voilà, c'est toute l'expérience. Et du coup, ça demande... déjà, ça demande un effort de chaque instant, tu vois, justement cette constance dont on a aussi parlé. Et en fait, une torréfaction, c'est de la transformation alimentaire au final. C'est tu prends un ingrédient, tu le transformes, tu le packages et tu le vends. Donc tu as aussi de la distribution dans tout ça. C'est des skills complètement différents de ce que nous on fait, de former des gens, d'être face à des clients et d'essayer de leur faire passer le meilleur moment possible. Donc oui, je pense qu'à un moment, la passion pour le café va s'étendre et quand ce sera le bon moment, on le fera. Mais j'ai tellement envie que ça soit durable, Bush, et que justement on arrive à chaque fois à améliorer cette constance et que ce soit vraiment un truc solide, que ça prend beaucoup de temps à faire et que là voilà, comme on a dit, il y a un autre shop qui ouvre. D'abord on se concentre là-dessus et quand vraiment ce sera béton et qu'on aura assez de temps libre pour se dire ok, on va monter d'un échelon et on va apprendre des nouvelles choses, que ce soit fait bien, parce que surtout avec la réputation qu'on essaye d'entretenir, si tu arrives avec en tant que torréfacteur et tu fais de la merde, c'est dommage, t'as gâché en fait toutes ces années de travail. Voilà. Ok, écoute, je vais creuser un peu plus là-dessus, mais là il y a le café qui arrive. Ouais. Le café peut venir, hein, c'est bon, il est prêt et il est assez sûr de lui, donc Mais tu sais que je sais déjà c'est lequel le mauvais, hein. Ah ouais. Mais attends. Je savais qu'il allait déjà trouver. Mais c'est 100%. En fait, pas de justification. Non, je t'ai envoyé on y go. ce que tu as par chiffre, ça va ? Ok. Écoute, visuellement déjà, dis-moi, t'as le 1, 2, 3, 4. Donc, ouais, celui-là c'est celui qui est torréfié le plus sombre, celui-là c'est celui qui est torréfié le plus légèrement. Après ceux-là, je pense que c'est peut-être un peu entre les deux. Donc ça, tu sais que c'est plus torréfié. En général, quand c'est plus torréfié, c'est parce que c'est plus torréfié que c'est mauvais, mais ça présage rien de bon. Donc là, visuellement, si tu devais ranker ça, tu le rank comme... Ah, juste visuellement là. Non, peut-être que tu vas réussir. Après, tu vas goûter, mais... Ouais, ça c'est assez similaire, non ? Ok. Bon, ça, je vais comme ça. Je peux sentir ou pas ? Ouais, vas-y. Je suis obligé de goûter. Tu vas obligé de goûter. C'est quand même pas du poison. Ok, bon, je vais goûter. Avant de goûter, c'est comme ça que tu le mets, donc... Ouais, celui-là je suis pas sûr, mais ouais. Donc ici c'est le quoi, le 1, 2, 4, ok, t'as juste interchangé les deux derniers. Ok. Tu as un café à un prix raisonnable. Ouais. Un super cher, qui est un geisha. Un décaf. Ah, c'est ça. Et un café arabica acheté en supermarché. Okay. Ah, ok. J'ai cru que le pire café, t'avais dit à un prix raisonnable. Comme si en fait les cafés de spécialité, c'était pas raisonnable. Ok. Bon, alors ça, c'est le supermarché. Ça, c'est le geisha. Et après, faut goûter. Ok, bon, on va voir. J'ai commencé avec ça. Ça, c'est le geisha. Je pense que ça, c'est le déca. Ah. Et
Et comme je bois jamais de déca en filtre. Et pas de justification, Antoine. Hein. Tu nous donnes le résultat. C'était quoi? C'était un geisha, un supermarché, un déca et juste un... Un geisha, un café de spécialité prix normal, Ouais. un décaf, café spécialité, et un café arabica du supermarché. Ok. Ok. Bon alors ça c'est... Je dois le goûter? Ouais, t'es pas obligé. Ah là, ça t'a fait mal. Ah. Ah, il a aimé. Vous m'avez fait un piège un peu, non? Non, il n'y a pas de piège Ok. là. Bah écoute, c'est pas... J'ai craché dessus, ça va. Je pensais vraiment que ça allait être pire. Je suis étonné même. Bon bah alors ça je dirais c'est le geisha, ça je pense que c'est le café de supermarché. Donc le premier, le numéro 1, tu dis que c'est le geisha? Ouais, Ok. ça je pense que c'est le déca. Ok, Et ça je pense que c'est juste le spécialité normale. ok. Et ça je pense que c'est le supermarché. Bah écoute, 10 sur 10. Allez hop. Top. Mais ça je suis étonné. Je suis Top. bluffé. Bon bah arrêtez d'acheter du café de spécialité. Hein. Bah ouais, voilà. On a encore goûté. Attends, mais derrière il y a une barista entraînée par bouche, donc... Mais tu vas goûter? Ouais, en fait, c'est un supermarché, mais il vient de Colombie. Ok. C'est une petite supérette et ils disent que c'est le top qualité là-bas. Donc c'est pour ça que c'est pas ici. Ah, mais c'était ça le piège, alors ça vient ouais, pas du c'était Carrefour. pas. quoi. Oui, ok, Non. oui, c'était pas Mais le. tu vois, comme il Ouais, a dit à la ça fait couleur, tu vois que Ouais, c'est ouais. Et ça c'est le geisha de quoi? C'est uncommon. C'est C'est vraiment. un geisha d'Éthiopie, ouais. Mais ça vient, Panama, ça vient de bouche, non? C'est. Ah non? délicieux, hein. Ouais, Ça, hein, ouf. uncommon. Le deuxième, c'est de chez Nomad, un Colombia DK. Ouais. Et alors, celui qui est plus abordable, c'est le Peachy Days de chez DAC. Ok. Ouais, chez Éthiopie, mais un peu plus vieux. Il n'est pas si fraîche, quoi. On est un peu vieux. Un petit peu. C'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Ok, très bien. Bah, Bah voilà. écoute, tu gardes ta crédibilité, top. Ok, on te donne le Ça aurait été V top. de vérification Ça aurait pour... été- Non Et mais là, t'as- après 1h30 de podcast, tout ça, et c'est 0 sur 10. c'est ça. Bah, mais c'est marrant parce que du coup, même visuellement, t'as su le déterminer. Ouais, Bon, ouais. après, effectivement, quand c'est dark. Mais on peut jumper un peu sur le dark roasted parce qu'en Mhm. Asie, Ouais. et t'es parti l'année dernière en Corée ou un truc comme ça. Ouais, il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et là-bas, ils sont pas en mode ils roastent à mort le café. Je sais pas. Ouais, ça dépend, tu vois, quand je vais dans des endroits nouveaux aussi, je vais directement dans des cafés de spécialité, donc ce que j'ai goûté, non, c'était assez bon. Ok. Je dirais que ouais, au Japon, t'as le café un peu plus tradi, ouais, c'est torréfié, brûlé. Mais non, sinon, ils font quand même, il y a des très bonnes torréfactions. Bah, maintenant, à peu près partout dans le monde, hein, t'as plein de gens qui font du super boulot. Mais en effet, quand t'as des cafés comme ça qui ont énormément de subtilité, de complexité, des arômes qui sont super intéressants, l'idée de la torréfaction, c'est juste de sublimer et de mettre en avant les qualités qui ont été créées pendant que ça pousse, comment ça a été fait par le producteur. Et de l'autre côté, quand t'as une qualité qui est pas super intéressante, si tu viens juste sublimer ça, en fait tu vas pas goûter quelque chose de très bon. Et donc souvent, pour réduire encore plus la qualité et utiliser vraiment des trucs pas chers et masquer en fait les défauts qu'un café pourrait avoir, c'est torréfier très 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 fort. Et c'est aussi un travail qu'on essaie de faire, c'est d'éduquer les gens au fait que c'est pas parce que c'est pas fort que c'est pas bon. Il y a quand même un peu un mythe comme ça traditionnel du café où ça doit être fort, ça doit être super caféiné. Ouais, moi je bois beaucoup de café, en plus la quantité du café est importante, je sais pas pour quelle raison. Alors que là, tu vois, justement, ce geisha du Panama, c'est floral, c'est délicat, il y a des excuse-moi, il y a des couches, c'est super intéressant gustativement parlant. Et donc ouais, c'est aussi ça qu'on essaye de pousser. Donc ça, vous pouvez trouver ce genre de café chez nous. Ok. Voilà. Pour revenir sur la torréfaction, donc comme tu disais, c'est complexe, donc Mhm. c'est pas quelque chose qui est un focus aujourd'hui. Moi, quand je vois, il y a pas mal de marques, DAC qui est un torréfacteur, mais aussi un coffee shop de spécialité. Comment eux, ils font pour gérer les deux? Je pense qu'ils ont une super team, parce que je les connais un peu, et ils ont vraiment... Et ouais, ils ont une très bonne équipe, ils sont smart, ils ont mis les bonnes personnes aux bons endroits, et ils ont fait confiance à des gens qui font ça super bien. Après, en plus, DAC, c'est un peu spécial, parce qu'ils ont qu'un shop. Mhm.
déjà, ils sont très très bons sur le côté torréfaction, et dans leur shop, ils ont essayé de faire un truc un peu différent. Justement parce que eux, ils viennent plus du côté torréfaction, qui est déjà un peu plus proche, on va dire, du produit. Et donc leur café, ils ressemblent vraiment pas à beaucoup de cafés dans le monde. Ils font les choses... ils ont repensé en fait plein de côtés de l'expérience et de façon de travailler. Et ça marche super bien. Je pense, comment est-ce qu'ils font ? Je pense qu'ils sont les bonnes personnes. Je pense qu'ils sont pas mal de gens qui sont un peu à la torréfaction et au café. Et ça fait aussi que justement leurs baristas sont assez bons et connaissent leurs produits. Et je crois. Mais est-ce que c'est plus facile d'être torréfacteur et avoir un shop, ou bien d'avoir un shop et être torréfacteur? C'est plus difficile d'être dans ta situation, non ? Je pense que les deux, c'est difficile. Franchement, je pense que les deux, c'est difficile. Parce que tu viens d'un endroit où tu as tes connaissances et tu as tes skills et tu dois apprendre un truc différent. Donc, de la même façon que pour nous, apprendre de la logistique, du packaging et de la transformation alimentaire avec toutes les normes qui vont avec, c'est très compliqué. Pour quelqu'un qui sait faire tout ça, le côté humain et la constance et les détails qu'il faut avoir sur chaque boisson et apprendre à gérer aussi des gens et des caractères, ça serait difficile. Donc je pense que c'est equally difficult. Excuse-moi, voilà. On accepte l'anglicisme, t'inquiète pas. Ouais, désolé, c'est vraiment le connard de podcasteur qui... Non, mais moi je dois me retenir de pas parler, donc t'inquiète pas. Donc ok, roster, c'est pas pour tout de suite. Je vais pas taper dans la boulangerie parce que en parallèle dans tout ce que tu vends aussi des produits boulangers. Ouais. Certains coffee shops disent nous on va le faire nous-mêmes. Ouais, on fait une partie nous-mêmes. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a la moitié de ce qu'on fait, la moitié ça vient de chez moi et l'autre moitié c'est nous. Et ça tu vois, pour le coup, c'est le truc où cette année on va vraiment chercher un endroit à Bruxelles, quelque chose de assez grand dans lequel on peut faire un labo de production et on peut produire plus et mieux. Parce qu'on est vachement limité avec notre cuisine là à l'heure actuelle. Et ça, pour le coup, c'est un step qui viendra avant la torréfaction parce que c'est beaucoup plus proche de notre business et ça aura un impact beaucoup plus direct. Ouais, financièrement, tu auras tout tes produits chez toi. Tu vois, déjà, on aura des meilleures marges sur nos pâtisseries parce que ce qu'on achète, et on achète des bonnes pâtisseries et du coup les marges c'est presque le prix public, j'ai déjà vu, c'est très cher. Après non, nos prix sont déjà un peu plus chers que ce que tu trouverais dans cette boulangerie là, mais comme ils utilisent des très bons produits, enfin voilà, il y a un prix à payer et donc mais il y a aussi un prix max que les gens vont accepter, donc tu vois, tu peux pas vendre un pain au chocolat sur 5 balles et donc nos marges sur ces produits là ils sont pas bons, mais on continue de le faire parce que c'est aussi ça fait partie de ce qu'on essaie de faire, tu vois, d'offrir des vraiment bons produits. Donc ça nous permettrait justement en tant que... Putain, j'essaie de vraiment pas faire des anglicismes. Non, vas-y. Tu vois, en termes d'opération et de gestion des coffee shops, d'avoir des meilleures marges. Mais ouais, ça sera probablement la première étape et après on verra pour le reste. C'est marrant parce que c'est quand même c'est pas le plus simple le côté boulanger. C'est pour ça que généralement en premier truc tu te dis je vais acheter chez quelqu'un. Mais je te disais c'est pas tes prix à toi qui sont chers ou proches du prix public, c'est en tant que business. Quand je t'ai venu ici pour lancer un truc, tu vois les prix, mais c'est genre 30 centimes de moins que le prix public et tu te dis mais ils ont fait une erreur, c'est pas possible. Ouais. Donc effectivement c'est très compliqué. Je ferai la même chose que toi. Ouais, absolument. Je sais pas, t'as eu d'autres gens ici qui étaient un peu dans la restauration à Bruxelles j'ai eu John. Hein. Ouais. Et je pense qu'il a dû t'en parler aussi, oui. Tout est cher en Belgique. Tout est cher. À Bruxelles spécifiquement. Et puis après t'as les... Ouais, enfin bref, c'est un autre... on va pas... Tu veux pas parler de taxes? Non, mais c'est bon, on connaît la rengaine, tu vois. Évidemment, c'est cher pour tout le monde. Et puis l'idée, c'est de réussir quand même à faire un truc qui est durable et qui permet aussi de continuer ce que tu fais, tu vois, en tant qu'entreprise, de générer du bénéfice pour réinvestir, pour continuer à faire des choses toujours plus intéressantes. Et voilà, c'est le rôle aussi d'un business et d'un businessman de réussir à trouver un truc où les gens sont prêts à payer ce prix parce que c'est un bon deal pour eux et que toi t'arrives à dégager un peu de marge et c'est trouver le juste milieu. Pour revenir sur la communication, il y a le côté social sur lequel je veux revenir où tu dis, on l'a mentionné plusieurs fois, le café c'est aussi un coffee shop, c'est un espace social. Tu participes à des run clubs, tu crées les run clubs tous les dimanches. Oui, mais avec tes chaussures, j'étais obligé. Donc, mais oui, tu viens avec des chaussures fluo pour courir, tu veux que je parle pas de ça. Donc, oui, tu fais les run clubs le dimanche, tu cours avec. Bah oui. En parallèle, tu as aussi créé récemment un groupe WhatsApp. Ouais. Donc je parle ici de la communauté. Ah, t'es dedans ?
Ouais, bah bien sûr, j'étais le premier. Ok. Alors là, tu me déçois, tu vois. Là, c'est un manque d'attention de ta part. Non, mais oui, c'est vrai. Mais justement, c'est un truc qu'il faut que j'arrive à animer un petit peu plus. Je quitte le groupe tout de suite après le podcast, t'inquiète pas. Mais oui, donc tu as le groupe WhatsApp que tu animes, en plus de tes employés qui sont dedans, qui animent aussi ce groupe. Les gens sont très impliqués. Ah non, t'as pas dit, c'est quoi? Le groupe WhatsApp? Ouais. Bah, on mettra un lien pour que les gens rejoignent sur la vidéo en dessous. T'inquiète pas? Non? Non, ça va couper, ça va on coupe, on enlève. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est quoi le groupe? Non, alors, du coup, pour expliquer le concept, en gros... Ouais, voilà, dis-nous alors, c'est quoi le concept du groupe? C'est juste pour nos clients qui sont un peu plus fans de café, comme aussi dans ce truc de communication, on a toute une part de nos clients, ils viennent, ils aiment beaucoup l'endroit et ce qu'on propose, mais sans nécessairement être giga fan de café à geeker à fond. Et à côté, on a justement des gens qui sont vraiment passionnés et qui adorent aller vraiment en profondeur sur ça. Et du coup, on a juste créé un petit groupe WhatsApp où on invite uniquement les gens qu'on sait déjà intéressés à ce niveau-là pour essayer d'animer et avec cette communauté-là, faire des événements pour eux parce qu'on sait que c'est ceux qui vont l'apprécier le plus. Et puis c'est cool parce que c'est aussi eux qui ont fait que ça a marché, tu vois, au début à Mightel Cup. Ça s'est créé un petit peu comme ça. Il y a eu une communauté qui s'est créée autour du fait qu'on a plein de cafés qui changent tout le temps et des gens qui sont curieux, qui adorent tester. Donc voilà, c'était aussi un moyen pour nous, tout en continuant de grandir, de garder un contact avec ces gens-là et même de leur donner une expérience un peu privilégiée parce que il y a plein de gens, ils en ont rien à foutre, tu vois, si je te dis viens, on va faire une dégustation de café, ça va pas forcément les intéresser et l'idée c'était de parler directement avec ceux qui le sont. Ça me fait rire parce que le premier jour, justement, t'avais envoyé 2-3 messages, j'étais en mode le 4e message, désolé de spammer. Ouais, c'est délicat. Mais tu vois la réaction des gens qui sont dans le groupe, qu'ils sont super impliqués. Ouais, bien sûr. Et ça fait partie du monde du café. Hein. Et en fait, c'est toujours... je trouve ça fascinant, en fait. Pourquoi tout tourne autour du café? Pourquoi il y a cette fascination du café? Je sais pas comment tu l'expliques de ton côté. Hein, on va vous goûter. T'es fan, Non, mais je l'ai, je connais celui-là. C'est de DAC, oui. Moi, je suis un peu fan de DAC, je vais pas te mentir. Parce que justement, c'est super intéressant. C'est parce que déjà, c'est un produit. Traditionnellement, on vient de loin, tu vois, où tout le monde pense, comme on disait, que c'est juste amer. C'est pas quelque chose qui peut être considéré comme vraiment. Un produit gastronomique, mais ça l'est. C'est ça, hein, au final, ce que c'est, tu vois. Là, on parlait de différentes origines, de différents process, et en fait, chaque café est différent et va avoir sa particularité, et c'est ça qui est super intéressant. Déjà le produit, et ensuite, tu as aussi toute la préparation. C'est assez technique, et il y a plein de trucs à apprendre. Donc les gens qui aiment bien un petit peu gratter comme ça dans des hobbies, ça leur parle. Et voilà. Et comment le Run Club il fit dans tout ça? Donc ça, c'est un peu une autre communauté. Justement, je dirais c'est plus pour notre communauté un peu plus... ça parle à tout le monde. Ça, c'est... Évidemment, là, il y a une giga trend avec les Run Club et les coffee shops. Tu es dedans, n'essaie pas de dissocier de cette trend. Mais je vais quand même essayer de me dissocier, t'inquiète. Non, en fait, à la base, c'est aussi parti parce que moi, j'avais commencé à courir il y a 2 ans et avec un pote. Et lui a eu l'idée, justement, il m'a mis en connexion avec Chris du Jeune Club et de l'artiste. Et voilà, ça s'est fait là. Lui, justement, aussi voulait avec le jeune faire un truc qui regroupe les gens autour du sport et les créatifs un petit peu autour du sport. Il voulait donner rendez-vous dans un endroit sympa et quelque chose aussi qui a des valeurs qui matchent avec les siennes. Et du coup, voilà, on s'est dit, un run club de façon super originale. Mais c'est quand même un run club qu'on anime nous-mêmes, qu'on court tout le temps. Des fois, on court en dehors avec les gens du club. Et puis, ça rentre aussi un peu dans ce truc de communauté et de faire un truc ensemble qui te fait kiffer. Donc, c'est aussi un peu un side project passion de connecter avec les gens qui veulent. Les clients qui, en fait, à la base, tu vois, ils viennent pour un café, ils voient Run Club, ils se pointent. Et c'est marrant, en fait, il y a vachement le même lien qu'avec le café, où c'est un peu un truc d'appartenance et de s'intégrer. Tu vois, en plus, à Bruxelles, il y a des gens qui viennent de partout. Et donc, quand ils voient ça, je viens d'arriver à Bruxelles et j'ai vu qu'il y avait le Run Club, je rentre. Et petit à petit, ça crée une communauté, c'est cool, tu rencontres plein de gens que tu n'aurais pas croisé autrement. Donc voilà. Okay. Simple au final, c'est vraiment...
Tu me dis c'est quand que tu fais le DJ dans le coffee shop? je viendrai. Avec la vidéo là. Ouais. Non mais est-ce qu'on peut acheter du pain? Excuse-moi, je peux avoir du café ou... Non, en fait c'est un concept de bakery. Aïe. Bah, c'est comme ça que je te vois. Voilà, je t'ai mis dans cette case pour l'instant. Bon, bah voilà. Tu peux m'expliquer un peu comment tu fais pour fidéliser tes clients? Comment est-ce que je fais pour fidéliser? Explique-moi un petit peu. Est-ce qu'il y a une carte sur laquelle on peut mettre des tampons? Non, putain, mais arrête, non, ça je dis pas. Après tout le monde va copier déjà. Ouais, tout le monde t'a déjà copié. Hein. Non, mais c'est le. Au final, ça revient à ce qu'on fait, c'est la qualité et le service. Je sais que t'es sérieux, tu veux pas le dire. Non, je veux pas le dire, je veux le dire. Tu veux que je le dise? Bah, si tu veux pas le dire, je veux pas qu'on te vole l'idée. C'est un coffee shop qui commence à faire ça après la sortie. Bah, il y a déjà des coffee shops qui le font. J'envoie des avocats. Et je l'ai vu à Bruxelles et je l'ai vu en dehors de Bruxelles. Hein. Mais si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Non, mais en pas vrai, de soucis. c'est une connerie, mais c'est juste qu'on a un livre où on prend le nom des gens. Et du coup, plutôt que de te temper ta truc, on prend ton nom. Et en fait, ça aide aussi les baristas à se rappeler du nom des gens. Et ça a beaucoup plus d'impact quand tu dis « Ah, salut Rami, tu vas bien ?» Après la 3e fois que tu sois venu au shop, plutôt que « Ah, bonjour !» Et ça va pas plus loin, tu vois. Direct, ça brise un peu, ça brise la glace. Et ça nous permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans cette relation avec les gens. Et voilà. Écoute, la théorie m'a convaincu, par contre... J'ai dit en deux, tu vois, pour pas que les gens ils pigent trop comment c'est fait. Par contre, la réalité, mais moi je vais leur déconseiller. Moi je suis très data. Ouais. Okay, aujourd'hui, tu peux pas suivre et t'as pas en plus de système en ligne aujourd'hui, ni d'email, parce qu'on parle de WhatsApp, etc. Et donc, effectivement, t'es dans l'humain, ce qui est top. Aujourd'hui, quand tu vends 1000 cafés dans un café et 1000 différentes personnes se pointent, j'imagine que le barista derrière, ça. Peut-être qu'il kiffe, peut-être qu'il kiffe pas, j'en sais rien, mais quand j'ai vu la gueule du bouquin, il avait du vécu. Tu vois. Bah alors là, on va bosser avec Palantir pour faire un truc. Non, oui. Après, c'est bien aussi des trucs un peu analogues. C'est bien que tu te. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, tu perds la data. Mais après, je sais que c'est une bataille que tu vas toujours défendre ce bouquin. C'est pas grave, non, parce que ce qu'on fait aussi, c'est humain. Oui, bah écoute, tu vas pas te justifier. C'est ton café, hein. Tu fais ce que tu veux. Non, et puis oui, c'est data, mais c'est pourquoi pour aller envoyer un mail qui fait chier hey, salut, on a une promo sur nos cafés cette semaine. Putain. Bah non, mais un peu comme ce que tu fais sur WhatsApp. Ah ouais, mais c'est différent parce que aussi sur WhatsApp, tu vois, enfin, en tant que marque, justement pour pas faire chier les gens et que ça reste authentique, je pense que c'est important de ramener de la valeur, tu vois, que ce soit intéressant. Et donc les communautés, c'est aussi ça. La communauté du run, c'est justement, ça permet aux gens de se motiver le dimanche quand ils avaient la flemme de sortir et qu'il pleut. Bon, ils ont vu qu'ils ont reçu un message, vas-y, je vais aller courir, c'est beaucoup plus facile. Et de l'autre côté, les gens qui sont passionnés de café, quand on les invite à un événement privé, une dégustation, l'idée c'est de partager, c'est pas juste de prendre, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est à ça que j'en viens. Ok, tu es anticapitaliste, je note. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tous les coffee shops qui ouvrent de nos jours? C'est très bien, il y en a pour tout le monde. Non, mais c'est pas ce que je m'attends, non. Ah oui, Antoine, j'accepte pas ça. Pardon, putain. Non, attends, laisse-moi donner mon avis dessus. Ok. C'est un peu le bordel, parce que n'importe qui se dit, waouh, j'adore l'idée. C'est un peu comme exactement, c'est comme nous quand on vendait des gaufres et des gens passaient waouh, je pourrais le faire. C'est un peu les nouvelles vapes ou les nouveaux trucs de CBD. Ça. Mais non, c'est un peu le nouveau ah ouais, je vais quitter mon taf corpo et je vais lancer mon coffee shop sans se rendre compte tout ce qu'il y a derrière et la complication, tout le complexe qu'il y a derrière en fait. Parce que c'est vrai que moi pendant il y a 8 ans peut-être je pensais comme ça, je disais ah ouais, coffee shop c'est le shot coûte 20 centimes, le lait je sais pas 50. Combien, ouais, avec les années maintenant c'est devenu super cher et en plus là on est dans le café de spécialité, mais tu vois c'est un peu ça la logique, tu dis ok je vais le vendre 4-5 euros, ils font les calculs en gros, ah ouais j'adore la vibe, tu vois, ils le font et après je pense que j'avais lu un truc comme les coffee shops tiennent moins de 2 ans, les nouveaux coffee shops. Parce qu'effectivement derrière il y a le staff dont on discutait, les coûts qu'il y a, les taxes, la TVA, sur 4 euros tu reçois pas 4 euros, il y a 20%, 21% qui part, le takeaway c'est devenu à 12 maintenant, donc il y a plein de choses que les gens font et ils se rendent pas compte et du coup
toi, effectivement, t'es un peu le pionnier, on va dire. Non, je parle de mon point de vue. Non, c'est pas pour te saucer du tout. Je parle de mon point de vue et je pense que si j'ai ce point de vue, d'autres le partagent. Tu vois, parce que tu parlais d'autres coffee shops. Effectivement, t'es pas le seul. Hein. Il y a Wide Awake que je mets aussi en haut. T'as Mock qui a aussi son nouveau concept qui est très sympa de studio musique. Mais ici, toi, t'es très central. Tu vas ouvrir un autre qui est aussi au centre. Tu vas toucher une autre audience. Quand je vois les nouveaux coffee shops qui ouvrent, qui sont très sympas, parce que tu vois les gens ils mettent beaucoup d'énergie, mais après ils se rendent compte première semaine que c'est pas du tout ce qu'ils pensaient. Comment ça t'affecte? Est-ce que c'est aussi ça crée une énorme demande, une pression sur le café qui fait que tout augmente du coup? Tu vas pas aimer ma réponse. Ok, tu vas me donner une phrase. Vas-y, je te laisse. Non, en fait, comment est-ce que je vais aller? Comment je vais tirer sur des gens? Non, tu dois pas tirer. Mais le but c'est pas de tirer du tout. C'est pas ça. Alors oui, je pense qu'il y a peut-être des gens, mais en fait je pense que c'est à peu près dans n'importe quel business, tu vois. Il y a des gens qui lancent un truc et qui ont pas les skills ou qui ont pas, en tout cas qui ont pas je veux dire les valeurs au bon endroit qui va faire que ça va marcher. Et oui, il y en a, ils le font pour le biz, mais bon, c'est comme dans tout. Il y a 5-10 ans, c'était un truc de niche parce que c'était que des passionnés. Là, oui, il y a un engouement et les gens se rendent compte que les gens demandent aussi du meilleur café parce qu'ils ont commencé à goûter dans les endroits de niche. Donc, tu as une autre vague de gens qui viennent un peu plus pour le business. Au final, le temps fait bien les choses, tu vois, et je pense que ça filtre. Comment je vais tirer sur des gens, tu vois, qui changent de carrière en quête de sens, alors que c'est exactement ce que j'ai fait il y a 8 ans, tu vois, je me disais, je trouve plus de sens dans ce truc-là. Après, j'espère que si c'est pour justement avoir plus de sens, go, tu vois, et je pense que ces gens-là vont très bien réussir, et tant mieux, parce que je pense que tu as besoin de ça pour faire un truc bien. Après, si tu le fais juste pour le business, écoute, on est dans un monde capitaliste, et puis le temps décidera, tu vois, est-ce que les gens aiment bien, si ces gens, tu vois, je pense aussi, si tu fais que pour le biz, et que tu prends les gens pour les cons, ça va pas marcher. Sur le long terme, ça s'essoufflera, et puis ça va disparaître. Ça s'autorégule, et puis peut-être qu'il y en a, ils le font pour les mauvaises raisons, et puis il y en a qui le font, peut-être qu'ils se rendent compte que c'est plus dur que ce qu'ils attendaient, et en fait ils trouvent aussi une passion, et voilà, c'est pas grave, il y en a pour tout le monde. Oui, je pense que peut-être il y a un moment, je sais pas si on y est encore, de les gens vont, il y aura trop, est-ce qu'on y est vraiment? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un est déjà venu chez toi en disant je veux lancer un coffee shop, est-ce que tu peux m'aider? Je veux lancer un coffee shop? Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est quoi ta réaction? Tu conseilles ou déconseilles? En ce moment, si j'ai le temps, je veux bien prendre le temps. Non, mais tu conseilles ou déconseilles au-delà de ça? Ça dépend pourquoi tu le fais. C'est vraiment, tu t'es passionné de ça et t'as envie d'apporter un truc différent et tu vois, tu trouves qu'il y a un manque auquel toi t'as envie de répondre en faisant un truc vraiment cool. Si, fonce. Mais je pense que c'est aussi peut-être la question à se poser. C'est pourquoi tu le fais? Si tu le fais parce que justement tu dis moi j'aimerais bien ça et en tant que client ça n'existe pas, attends, je vais le faire parce que si je pense ça, il y en a probablement d'autres qui le pensent. Je pense que c'est la bonne question avec laquelle commencer. Si tu le fais juste parce que tu te dis qu'il y a de la marge, la réalité c'est que faut quand même être très carré, faut faire très attention à ses coûts, faut faire très attention à son staff. Si tu sais même pas comment faire du bon café, good luck. Faut aussi savoir faire du café, tu vois. Ou en tout cas, faut se former pour que les gens ils aiment bien que tu serves du bon café. Donc il y a quand même beaucoup de challenges. Après, rien n'est impossible. Ok. Mais ouais, faut se poser les bonnes questions et pas se dire ça va être facile. Oui, sur les boissons, ton taux de marge il est élevé. Mais du coup, t'as quand même un ticket. Nous, notre ticket moyen, c'est 8 balles. Donc t'as intérêt à en vendre du café, tu vois. Et t'en vends quand les gens y reviennent. Et ils reviendront pas si t'as pas une expérience qui vaut la peine. Donc ouais. Est-ce que c'est assez aujourd'hui de vendre du bon café? Non, je pense pas. Mais je pense que ça n'a jamais été assez. Tu vois, si tu juste t'as un super produit et t'as un service de merde, les gens ils vont pas te donner l'heure, tu vois, ils vont pas revenir, ils vont venir une fois et ils vont dire ok c'était bon mais le mec il était imbuvable, pourquoi je vais y retourner. Donc non, je pense que ça a jamais été assez et ça le sera pas. Ou alors peut-être que tu vois si t'as un truc justement, t'as mis de l'argent sur le design
Et au début, ça peut faire de l'hype, ça peut durer un moment, mais je pense que ça s'essouffle. Si dans le fond, l'expérience que tu vends et pour laquelle les clients viennent est pas au niveau, je pense pas que ça dure. Pour revenir un peu sur ton équipe, on disait tu grandis, plus de gens, donc plus de problèmes aussi. Qu'est-ce que tu mets en place pour la rétention de ton staff? Parce que pour voir un peu de l'extérieur, tu as quand même du staff qui est fidèle, donc il y a des choses que tu mets en place. Tu vois de l'intérieur, toi, Oui, mais au-delà de ma femme, il y a d'autres personnes que je côtoie et que je vois de loin. Qu'est-ce que tu mets en place pour que justement ils restent motivés? Comment tu fais pour être un bon boss aujourd'hui? J'essaie de l'être. Je pense que déjà c'est pas mal. De te dire, parce que moi à la base, du coup, quand j'ai commencé, j'étais barista plus qu'autre chose. À 22 ans, j'avais aucune expérience de management. J'avais jamais managé qui que ce soit. J'avais même pas été manager dans un café. Donc peut-être que justement le manque d'expérience a fait que c'était facile de se rendre compte que j'avais pas ces skills là. Et puis t'apprends très vite quand tu fais des boulettes. Et que c'est avec des gens, ça fait mal et tu le vois directement. Donc moi je me suis beaucoup formé en ligne, beaucoup avec un gars qui s'appelle Cédric Watine, qui fait des formations en ligne, gros shout out si vous êtes francophone, outildumanager.com, et plein de podcasts super intéressants justement de ce gars là, et plein de méthodes en fait de management qui sont rarement utilisées et mises en place dans la restauration, parce que déjà tu galères à essayer de faire fonctionner ton truc, donc en général le management c'est pas le premier truc qui te vient en tête. Mais je pense que quand tu grandis, t'es obligé, ça reste une entreprise comme une autre. Une entreprise, ça a besoin de structure, ça a besoin de règles, ça a besoin de clarté, et donc le management il joue ce rôle là, mais ça s'apprend en fait, c'est un skills comme apprendre à faire du café. Si tu te dis juste ça va passer, bof, il y a quand même des techniques, tu vois. Je pense ce qui nous a résolu le plus de problèmes, c'est faire des one-on-one, des entretiens de 30 minutes, une fois par semaine avec tout le monde, chaque manager avec ses équipes, avec chaque personne de son équipe, et déjà en fait avoir un moment qui est là pour communiquer, pour donner aussi un espace pour communiquer en dehors du service et du rush habituel, tu vois, de devoir servir les clients. Parce que des fois, c'est pas le moment en fait de dire des choses. La personne n'est pas nécessairement dans la meilleure dans la meilleure situation pour écouter et pour entendre. Des deux sens. Je te parle des managers, je te parle des gens de l'équipe. Donc ça, juste les one-on-one, je dirais, ça a résolu 60-70% de nos soucis. Et ça fait beaucoup aussi pour la rétention. Donc tu vois, quand les gens ils rejoignent Bouche, et qui voient qu'il y a de la structure derrière, parce que c'est un coût aussi de faire des one-on-one. Chaque one-on-one qu'on fait, c'est 30 minutes du temps du barista, qui sont payés, c'est 30 minutes du temps du manager, il est payé, c'est 30 minutes avant pour préparer le one-on-one. Donc ça fait 1h30 au final de staff cost. Non, mais tu dois le prendre en compte. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce coût-là, sur le long terme, il vaut largement la peine. En tout cas, je pense. Et ça fait beaucoup aussi pour la rétention, tu vois, c'est de rentrer dans un truc où tu vois, ok, ici c'est carré, ici en plus il y a de la place aussi pour s'exprimer. C'est ça le but du one-on-one, c'est aussi laisser les gens s'exprimer. L'idée c'est que les 10 premières minutes, le manager peut-être il relance sur des questions, mais il prend des notes surtout, pour que s'il y ait quelque chose dont on a envie de parler, ça soit fait facilement. Et voilà, et donner de l'espace aux gens pour être écoutés, et leur donner du bon feedback, et leur donner une structure, et voilà. Okay. Donc le management et le one-on-one, c'est franchement le meilleur. Et donc la théorie était importante pour toi quand tu dis que tu prends des formations? Le truc que je te disais, Cédric Watine, les formations sont payantes. Après, il y a beaucoup du contenu qui est déjà gratos en ligne sur son YouTube ou sur ses podcasts. Il y a déjà énormément d'informations, et après si tu veux aller un peu plus loin pour mettre en pratique, il y a les formations qui sont très très bien, je ne peux que les recommander. Ça fait un peu bizarre de dire des formations en ligne, tu vois, ça fait, mais c'est pour ça que je te pose la question. Je vais t'apprendre à être millionnaire en 30 jours. c'est ça, je te voyais plus apprendre sur le terrain que me dire ok, je vais aller m'inscrire. Les deux, t'apprends aussi, tu vois, t'apprends tes erreurs, je vais pas mentir. Le plus gros jump, ça a été de Mindtel Cup à Bouche, rue de Namur.
en fait l'équipe elle est passée de 7-8 personnes à quasiment une vingtaine, si ce n'est plus. Et j'avais déjà, je sais plus, je crois que c'était Lil Bao, dans un Gros Bao, le groupe, tu sais. La fondatrice qui disait, qu'elle avait aussi entendu de quelqu'un, ton deuxième, c'est ton plus gros step, parce que c'est la seule fois où tu vas doubler d'effectifs, tu vois. Il n'y a pas d'autre moment, en général, dans ta croissance, où tu vas passer du simple au double. Et donc, c'est là où tu as le plus de challenges qui arrivent. Et si tu arrives à passer ça et à apprendre de tes erreurs, on a fait plein d'erreurs, hein, je vais pas mentir, au début. Il y a des pays qui ont été beaucoup trop en retard, c'était pas du tout, c'était pas volontaire, mais c'était dans l'ouverture. En fait, tu penses que ça va bien se passer parce que t'as pas de structure quand t'as juste un shop, un petit peu de structure, mais pas grand chose. Et tu dis, bon, je vais refaire la même chose, qu'est-ce que ça peut être de plus? Et en fait, tout part en couille parce que t'as pas la structure. Et là, tu te poses la question, ah ouais, ok, non, là, il faut quand même réorganiser ça parce que c'est pas viable sur le long terme, tu vois. On parlait d'Evan tout à l'heure qui a commencé étudiant, puis barista, etc. C'est quoi comment t'offres les opportunités de développement dans Bouche? C'est toujours en fait être, je pense, à l'écoute de ce que les gens veulent. Donc la dernière partie du one-on-one, t'en parles pas tout le temps et souvent ça passe à la trappe, mais l'idée c'est de aussi dédier 10 minutes parler du futur, donc du futur plus ou moins lointain. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de faire? Est-ce que tu as des buts aussi au long terme? Est-ce que ton but c'est de faire de torréfier, de partir dans un autre monde que le café? C'est bien de le savoir. Et donc quand tu crées justement cette relation aussi avec les gens, parce que tu parles toutes les semaines, tu sais assez rapidement qu'est-ce que les gens aimeraient faire. Et en tout cas moi j'essaie de trouver aussi une voie qui leur va bien en fonction de ce qu'on a besoin. Parce que c'est pas juste oui parce que tu as demandé de faire ça, je vais ouvrir un poste pour toi. Non, il faut que ça matche avec nos besoins. Mais voilà, c'est ça, c'est essayer de matcher nous nos besoins et sur le long terme où est-ce qu'on pourrait grandir avec qu'est-ce que les gens ils ont envie de faire et dans quoi ils sont bons, tu vois. Et tu le vois comment en Bouche? Parce que on parlait de la torréfaction spécifiquement, puis de la boulangerie. C'est quoi l'ambition? Starbucks? Ouais? Non, impossible. Alors là, on coupe tout de suite. Dans un monde idéal, maintenant je te dis, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc tout ça, on va dire jusqu'à là, ça paraît très structuré et tout, mais c'est vrai que ma vision sur le long terme, elle n'est pas du tout définie. Au feeling? C'est 1000% au feeling. En fait, je sais, le plus ça va, que j'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, j'ai toujours su, hein, c'est pour ça que j'ai commencé. Mais tu vois, on me demande, t'as envie de revendre et tout? Non, franchement, non, parce que la raison pour laquelle j'ai commencé, nos valeurs, je pense que la mission, elle s'arrête pas vraiment, tu vois. Et que c'est de plus en plus important, justement, que les gens, ils consomment des meilleurs produits. Et donc, cette mission, elle est tellement long-termiste que je me vois pas l'arrêter, mais d'un autre côté, j'ai pas non plus une vision hyper définie. Voilà, à 1-2 ans, je vois à peu près où est-ce qu'on va. Mais ça marche beaucoup avec les opportunités, tu vois, genre le nouveau lieu là, ça a été une opportunité de faire un truc un petit peu différent aussi. Donc ça évolue, c'est changeant. Il n'y a pas de cap. Évidemment, à long terme, de pouvoir torréfier nous-mêmes. Et en tout cas, vraiment, si je dois te dire là, les 2 prochaines années, c'est structuré. C'est déjà ça. We've come a long way, tu vois, du début. C'est beaucoup plus structuré qu'avant, mais il y a encore... on peut faire beaucoup, tu vois, comme je te disais, avec la pâtisserie. J'adorerais vraiment avoir un endroit où c'est un peu notre QG, et on peut faire l'atelier de pâtisserie, nos bureaux, une salle de formation pour continuer à former notre staff, et même peut-être à terme un petit atelier de torréfaction. Donc j'aimerais vraiment trouver un endroit où on peut stabiliser et pérenniser aussi ce qu'on est en train de faire. Parce que justement aussi rester aussi constant sur le long terme, ça demande beaucoup de formation et le staff change aussi, hein. On a une super rétention, il me semble, mais t'as aussi des gens, tu vois, qui changent, qui ont envie ou qui se retrouvent pas, où ils disent j'ai envie de plus et je le trouve pas ici. Donc c'est normal que les gens aussi bougent, et du coup t'as quand même un besoin de continuer à former des nouvelles personnes. Donc voilà, j'aimerais qu'on arrive à le faire ça de mieux en mieux,
pour aussi continuer à donner la meilleure expérience possible et rester tu vois, dans les meilleurs endroits. Et enfin, c'est pas être le meilleur pour être le meilleur, mais c'est pour que les gens, quand ils viennent chez nous, tu vois, ils se disent « Ah oui, c'est vraiment, c'est bon, j'ai envie de revenir, l'accueil, il est top. » Et puis au final, ouais, c'est ça qui motive. Donc voilà. Ok, donc tu as quand même cette volonté, il n'y a pas de structure. Je me vois un peu en toi parce qu'effectivement, ça va dans tous les sens. Ouais. Mais au final, tu as quand même cette volonté d'être le meilleur et de faire. Écoute, c'est pas parce qu'il y a les caméras que tu vas Ouais, pas le dire. non, c'est pas un négatif. Hein, si, mais en fait, d'être le meilleur, c'est pas d'être le meilleur dans le marché, c'est d'être le meilleur par rapport au meilleur que de ce qu'on peut offrir. Et encore une fois, c'est ce truc d'être honnête par rapport aux gens. Enfin, t'as évidemment une volonté de bien faire les choses et t'as envie que les gens ils aient le meilleur moment chez toi, mais aussi stratégiquement, pour que les gens, pour que ça fonctionne, faut être le meilleur, tu vois, faut qu'ils aient une raison de venir chez toi. Donc c'est un peu mélangé, oui, être le meilleur, mais tu vois, c'est pas un truc de compétition de je vais être meilleur que celui-ci ou celui-là, c'est plus par rapport à nous, ce que je sais qu'on est capable d'offrir. Tu vois, quand l'expérience se passe au top, je sais quel genre d'expérience on peut offrir. Maintenant, le but, c'est que cette expérience, elle soit là, 100% du temps. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur lequel j'ai pas touché? Non, je pense qu'on a parlé de beaucoup. Je pourrais ouvrir d'autres boîtes de Pandore, comme le digital, etc. On n'a pas trop parlé du nouveau. Parce que moi, Tu veux? Ok, mais j'avais l'impression que tu étais dubitatif là-dessus. Non, pas du tout. Parce que de toute façon, le temps où ça va ouvrir, on sera normalement à peu près ouvert. On m'a dit que tu devais ouvrir en 2025 à la base. Ouais, mais bon, ça prend du temps. Écoute, à tes risques et périls. Donc, c'est quoi le nouveau? Alors, le nouveau, tu vois, quand on parlait de Bouche le premier, l'idée, c'était justement de faire un endroit avec un comptoir pour pousser l'expérience en termes de café filtre. Ensuite, on a eu le deuxième Bouche. Là, c'était une super opportunité et on voulait peut-être revenir un petit peu plus à ce qu'on avait fait avec My Little Cup, le quartier bureau et un peu plus d'emporter, mais continuer à avoir la meilleure qualité possible. Et là, c'est un endroit qui est beaucoup plus petit cette fois-ci, et j'ai sauté dessus parce que c'était une super opportunité. L'endroit est vraiment sublime, même de dehors, tu vois, c'est une vieille devanture classée. Et je me suis dit, voilà, c'est impossible de pas faire un truc là. Mais au début, j'avoue que j'étais un peu dubitatif parce que si c'est juste pour refaire un même café pour faire le même café au final et que tu changes pas l'expérience, ça apporte pas énormément plus. Et puis, c'est moins fun. C'est cool aussi d'essayer de réinventer un petit peu ce que tu veux faire. Et donc on s'est creusé un petit peu la tête et là l'idée ça va être de recentrer un petit peu plus justement sur l'espresso et essayer de trouver des manières de faire apprécier l'espresso aux gens. Il y a, on en est arrivé à un constat un peu avec les shops, c'est que justement peut-être ça fait partie de notre identité d'être geeky, mais aussi on parle à tout le monde parce qu'en fait on traite tout le monde de la même façon, que tu sois intéressé dans le café ou pas. Et donc il y a toujours un peu un mix bizarre et c'est vrai que on parle pas tant de café que ça. Donc on essaye vraiment de trouver le plus de moyens de communiquer à propos du café, de ce qui est important, tu vois, que les gens comprennent tout ce dont on a parlé, tu vois, comment est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est intéressant, quel est le prix qui est payé. Mais du coup, ouais, au quotidien, la réalité c'est qu'il y a peu de clients avec lesquels on va un petit peu plus loin. Et quand tu regardes le menu, on s'est dit que c'est peut-être une partie du problème. Le menu, en fait, même on l'a simplifié et tu vois, tu as des grandes catégories, black, milk, filter. Et en fait, on n'est même plus... Là, on parle pas du tout de l'origine du café, on parle pas du tout du produit, on parle juste de sous quelle forme tu vas le consommer. Est-ce que tu veux du lait, combien de lait tu veux, combien de café tu veux, mais on n'est pas en train de parler du produit en tant que tel. Et donc là, on va faire un truc un peu différent, on va avoir un beaucoup plus grand menu de café. On arrête le filtre pour celui-là. Mais par contre, on va avoir 4, 5, 6 cafés au menu en même temps. Évidemment, il y aura la possibilité de commander des boissons avec du lait. Mais l'idée, c'est que la plupart du menu, en fait, ça va surtout être comprendre le goût de ces différents cafés et les différents profils aromatiques. Et donc, changer un petit peu cette expérience-là, c'est un long bar. Et la machine est intégrée dans le bar et l'idée c'est vraiment tu vois ce qui est en train de se passer et de recréer un petit peu de connexion avec les baristas parce que de base c'est ce qui a fait notre succès et c'est vrai que des fois rue de Namur t'as le comptoir, t'as la machine, ça fait presque un mur entre les baristas et les clients et je pense que ça joue aussi dans l'expérience et le fait que
il y a des fois, ça peut être un peu plus impersonnel. Et donc, remettre cette interaction au centre de l'expérience et que le narratif soit autour du produit, du café. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire et je suis hyper excité à l'idée de le faire. En fait, oui, ça devait ouvrir, même on avait dit novembre à la base. C'est le luxe, on va dire, d'avoir déjà plusieurs lieux qui tournent, d'avoir réinvesti à chaque fois les bénéfices et d'avoir un peu de trésorerie pour prendre la décision de là, on prend notre temps pour que ce soit au niveau de ce qu'on a envie d'offrir. Voilà, aussi, on essaye d'être les meilleurs, la meilleure version de nous-mêmes, on va dire. Donc, t'as pas envie d'arriver avec un truc qui est un peu décevant, et je préfère payer un peu des loyers dans le vide, passer plus de temps à former les équipes, à même embaucher les équipes, parce qu'on n'a pas vraiment d'équipe embauchée pour celui-là. Mais trouver vraiment la structure, trouver l'expérience qu'on a envie de donner aux gens. Et comme on fait les choses un petit peu différemment, même dans les détails, dans la technique de comment on va préparer le café, on va utiliser d'autres types de moulins qui demandent une autre préparation, qui est un petit peu plus délicate. Et du coup, je préfère que le jour où on ouvre, ce soit vraiment au top du top du top, pour continuer à justement attirer la curiosité des gens et de tout public. Donc voilà. Et t'as pas peur un peu par rapport à la localisation qui est très touristique, tu vois? Et là, tu fais une offre qui est très niche et pas avoir des gens qui te mettent une étoile, pas de flat white. Il y aura des flat white. Maintenant, tu vas en flat white, tu veux avec quel café? Et là, tu devras choisir entre 5 cafés. Donc c'est les filtres qu'il n'y aura pas. Ouais, il y aura moins de filtres. En fait, on va faire justement, parce que, comme je te disais avant, l'espresso, le problème, c'est que c'est tellement concentré. Mais il y a des façons un petit peu plus modernes de faire du café qui sont faits un petit peu plus comme des allongés, on va dire, pour simplifier, qui donnent beaucoup plus de clarté dans le goût et c'est moins intense en termes vraiment en termes d'intensité, c'est plus bas. Et c'est un petit peu plus léger et ça permet, je pense, à une audience un petit peu plus large d'apprécier l'espresso. Et le café, en fait, fait sans lait. Donc on va aussi pousser un petit peu plus ça que le filtre. Et par rapport à l'endroit, oui, mais j'espère que ça va aussi être une destination et que les gens qui veulent des espressos de fou et pouvoir arriver dans un lieu et qu'on te dise t'as 6 options pour le café, ils aillent à cet endroit-là quand ils ont envie d'un café. Et puis oui, c'est bien placé, mais je suis pas sûr que tu vois, parce que c'est pas très loin de la Grande Place, mais on est vraiment du côté où il y a un peu plus des bureaux et des habitations. Donc surtout, j'espère, c'est un petit peu le pari, de se dire que on va réussir à retrouver ce même mélange qui marche, qui pour nous a très bien marché. Il te faut des bureaux, il te faut des habitations, parce que c'est des gens en fait qui tous les jours reviennent, tu vois, que ce soit parce qu'ils vont au bureau, ils prennent leur pause, ou alors le matin en partant. Voilà, pour un café, pour que ça fonctionne, tu as besoin d'être dans un endroit où tu as une assez bonne concentration de ça, et pas que les touristes. Donc j'espère aussi que les touristes, les geeks de café, ils vont savoir nous trouver, mais non, je pense on n'est pas sur la Grande Place non plus, quoi. Et t'en es où là? C'est pour quand l'ouverture? Là, mais il n'y a pas le zoom sur la caméra. Non, on mettra l'image, tu nous enverras l'image. Attends, je te propose une mur, est-ce qu'on peut aller voir sur place ou pas? Ouais, bien sûr. Est-ce que si je viens avec une caméra... Attends, il est quelle heure? On a dit 15h, c'est bon. Je dois y être dans 30 minutes. Ouais, vas-y, on a fini. On y va? Mais 2 secondes. Tu vas aller voir là maintenant? Ouais. Écoute, c'est un autre jour. On n'a pas dit ça. On y va maintenant? On y va maintenant? On y va maintenant. Tout de suite. Donc ça te va? On peut aller faire un mini vlog? Ouais. Ok, on fera ça alors. Mais c'est quand l'ouverture du coup? Tu veux pas t'avancer? Je pense non, d'ici 2 semaines, normalement tous les travaux sont finis. En vrai, là c'est quasiment fini. On attend juste notre marbre, parce qu'on a un beau comptoir en marbre vert sublime. Mais ça c'est en train d'être préparé. Il reste juste le marbre. Ensuite l'équipement installé, mais ça va venir dans les 2 prochaines semaines. Et d'ici là, après ces 2 semaines, on aura je pense 1 mois où justement on va faire, comme je te disais, de la formation. On va faire un petit peu un GDC aussi, à inviter des gens, on vous invitera pour que vous nous donniez votre avis et qu'on voit comment est-ce que ça prend, tu vois, cette expérience un petit peu différente. Et essayer d'ajuster pour qu'au moment de l'ouverture, donc je pense allez, mi-mars. Mi-mars, ok. Mi-mars c'est ouvert. Ok, d'accord. Bah écoute, on viendra voir. C'était supposé être ouvert en novembre. On viendra voir. Et avec plaisir. Écoute, merci pour tout. Merci à toi. C'était très chouette. Merci beaucoup. On se revoit au shop. J'espère que c'était intéressant. Tu trouves pas que c'était intéressant? Si, grave. C'était intéressant ou pas? C'était intéressant.
Cool.